Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Zéro Bullshit. Au programme, une discussion passionnante avec Thibaut Elzière. Avant de démarrer, je vous invite à vous rendre sur le site internet zerobullshit.show et à laisser votre adresse email. Ça vous permettra de ne pas louper la sortie des prochains épisodes et c'est promis, pas de spam. N'hésitez pas également à laisser une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast ou sur Spotify. C'est le meilleur moyen de faire connaître ce podcast et aussi de me donner la niaque pour continuer. Merci à vous et bon épisode. On stage, Vincenzo. Vous ne serez plus jamais solo. Vincenzo, l'amico est moderne. Salut Thibaut. Salut Vincenzo. Alors, comment ça va ? Écoute, la patate, grosse forme. Ah, super. Bon, voilà un enregistrement que j'attendais avec impatience. Thibaut Elzière dans Zéro Bullshit. Je t'avoue, ça fait un petit quelque chose. Donc, avant que tu commences, je vais moi commencer par te passer un peu de pommade. Vas-y, j'adore. Ouais, je m'en doute. Bah, écoute, je crois que t'es clairement la personne la plus inspirante que j'ai la chance d'avoir dans mon entourage. Et franchement, je te dis ça sans bullshit. Donc, vraiment, ça me fait vraiment plaisir de t'avoir ici. Je pense que ça va servir vachement le podcast, peut-être plus dans ce sens-là que dans l'autre sens. Donc, merci beaucoup d'être là. Et donc, moi, je trouve que tu as un parcours vraiment hallucinant. Il n'y a pas d'autre mot. La quantité de projets que tu as lancés ou que tu as contribué à lancer, notamment avec Exa, avec eFounders. Moi, je t'avoue que Exa, c'est comme Twitter, tu vois. J'ai du mal à appeler ça X. Moi, Exa, ce sera toujours eFounders. Mais donc, c'est Exa aujourd'hui le startup studio. Tu nous en parleras. Tu bosses pas uniquement dans la tech. Tu touches vraiment à tout. Tu as fait de l'automobile avec Kate, qui est une marque de mini voitures. Tu nous expliqueras aussi. La location de propriété de luxe avec Iconic House. Et tu fais même dans l'exploration spatiale, comme les plus grands de ce monde, avec Gamma, qui développe des voiles solaires pour voyager dans l'espace. Alors, je t'avoue que ça, c'est le truc le plus hallucinant, à mon avis, que t'aies fait. T'es aussi business angel, t'as investi dans plus d'une centaine de projets, dont notamment Algolia, Notion et évidemment Overloop AI, qui est ma boîte. Donc, tout ça, évidemment, est vraiment incomplet. Il faudrait beaucoup de temps pour faire tout ton parcours. Il y a quand même ta première boîte dont on peut parler, Photolia, que t'as fait fonder en 2004, si je me trompe pas. Exactement, 2015. Première boîte que je pensais. Ouais, acheté par Adobe 800 millions d'euros, ce qui est aussi complètement hallucinant, hein, comme tout le reste. Alors évidemment, pour tous les communistes qui se seraient perdus ici sur le podcast, c'est pas 800 millions d'euros dans ta poche, hein, a priori. Il y avait des investisseurs, il y avait toutes sortes de choses, mais donc voilà. Donc voilà, un parcours. Un tout petit pourcentage, mais assez pour jamais pouvoir me plaindre, quoi. Voilà, c'est ça. Non, c'est top. Et donc voilà, un parcours. J'ai pas d'autres mots hallucinants. Je pense que c'est vraiment le mot qui me vient. Mais du coup, est-ce que tu peux peut-être faire, tu sais, ce qu'on fait toujours sur ce genre de podcast, combler un peu les trous et te présenter à ta manière et pas juste ma présentation à moi. Écoute, merci pour tous ces compliments, Vincenzo. Pour moi aussi, tu es un entrepreneur incroyable et génial, assez boulimique de projets, un peu comme moi. Je me retrouve un peu dans toi quand j'y suis. Ça fait quand même quelques années que je suis un peu ton parcours, et tu es un peu aussi un touche à tout, un entrepreneur qui en fait se nourrit de projets et qui a pas une expertise particulière dans un domaine, mais qui aime créer, qui aime arriver avec des nouvelles idées et transformer une idée en une entreprise ou un projet réel. Et moi, je suis un peu comme ça depuis le départ. Je suis en train d'écrire un peu mes mémoires depuis quelques semaines, tu vois. Donc, j'essaie de lier tout ce que j'ai fait, et je me rends compte que j'ai voulu intituler ça Vie banale d'un entrepreneur boulimique. Alors, je sais pas si ce sera le titre final, mais effectivement, quand je reviens sur mon parcours et que je le réécris, je vois à quel point j'ai lancé un nombre de projets phénoménal avec des succès et pas mal d'échecs aussi, mais on en reparlera. Mais la première fois, et je me pose la question du moment auquel j'ai été la première fois confronté à l'entrepreneuriat, et clairement ça a été ma société Photolia, que j'ai créée alors que j'étais toujours étudiant. Je sais pas pourquoi j'ai créé cette société, mais certainement parce que j'avais envie d'être complètement autonome, avec un refus, et je pense que c'est un peu ton problème aussi à toi, un refus total de l'autorité. Donc j'ai choisi l'entrepreneuriat un peu par défaut, parce que c'était la seule manière de pas travailler pour quelqu'un d'autre. Et c'est comme ça que je suis tombé dans Photolia. Il y avait deux sujets qui m'amusaient. Le côté tech, hein, c'était le début du web 2.0.
donc de l'internet collaboratif, dans lequel on pouvait imaginer des systèmes crowdsourcés. Et deuxièmement, c'était un sujet qui m'intéressait pas mal, tout ce qui était photo, tout ce qui était industrie créative, que j'ai pas fait pendant beaucoup d'années après, puisque je me suis mis dans le software B2B et qui m'a manqué. Et c'est pour ça que derrière, je suis allé chercher des sujets beaucoup plus dans ces secteurs-là, comme ceux de l'hospitalité. Et bon, bref, j'ai lancé en 2004, donc tout seul, une boîte Photolia. Faudrait du temps pour rentrer dans le détail, mais c'était une Alors, on a aventure. du temps, hein. On a du temps. Ouais, Hein. on a du temps. C'est format long. Alors, ouais. Écoute, 2004, moi je fais un stage de fin d'études à Berlin et j'ai pas du tout envie. Enfin, je trouve un stage chez Total. Sujet qui m'intéresse pas du tout, mais en vérité ça me permet de rester à Berlin et ça me permet d'être au chaud avec un ordinateur. Tout le monde n'avait pas son PC à l'époque, hein. Donc moi j'avais appris à coder pour développer Photolia et il fallait que je trouve un endroit un peu au chaud, sympa, avec une connexion internet et un ordinateur. Et le siège de Total à Berlin fonctionnait bien, donc j'ai commencé à développer, à créer Photolia à ce moment-là. J'ai fini mes études en janvier et il a fallu que je pose la question de savoir comment j'allais toucher du pognon, hein, dans le sens où mes parents m'avaient clairement dit on te paie jusqu'à la fin de tes études, mais après tu t'es complètement autonome. Et je suis arrivé, c'est à ce moment-là que je suis arrivé à Bruxelles justement, parce que j'avais à l'époque ma copine du moment était bruxelloise. Je l'avais rencontrée à Berlin. Elle était rentrée faire sa dernière année de Solvay et c'est comme ça que je me suis retrouvé un beau en janvier 2004 à Bruxelles, avec l'envie de créer une boîte, le besoin de chercher de l'argent et du temps. J'ai essayé de trouver du boulot à Bruxelles, puis après à Paris, et finalement j'ai fait 3 jours dans une boîte. Ça m'a saoulé. Enfin, j'ai saoulé les gars et ils ont mis fin à ma période d'essai. Donc j'ai été un peu obligé de lancer ma boîte. Ça a été très compliqué au départ, hein. Moi j'avais vraiment pas d'argent, donc j'ai, pour la petite histoire, lâché 50% du capital de ma boîte déjà. On parlait du fait que j'ai fini avec très peu de pourcentage des 800 millions finaux, mais j'ai lâché 50% le jour de la création de ma boîte, parce que j'ai trouvé un ami de mes parents qui a mis 7 500 €. C'était le capital nécessaire pour créer une boîte à l'époque. Aujourd'hui, on peut créer des boîtes à capital nul, hein. À l'époque, il fallait au moins 15 000 € de capital, dont la moitié devait être apportée en URR, c'est-à-dire en argent sonnante et trébuchante. J'ai trouvé un ami de mes parents, je lui donnais 50% du capital. Donc j'ai commencé avec la moitié de ma boîte. J'ai lancé septembre 2004, je lance Photolia. 3 semaines après, j'ai des business angels chez qui j'avais fait un stage, que je recontacte et qui décident d'investir dans ma boîte. Énorme coup de chance, hein, parce qu'à l'époque, on n'était pas dans le monde mature tel qu'il est aujourd'hui, avec un mode d'emploi, des VC, des business angels, etc. C'était le no man's land, hein. L'internet s'était écroulé dans les années 2000-2001, monde que j'ai pas vécu, et depuis c'était en train de se reconstruire, mais il y avait plus personne. Tous les gens qui avaient entrepris à cette époque-là avaient rejoint des boîtes de consulting, avaient rejoint la finance, etc. Donc j'étais très heureux que Patrick et Oleg, ces 2 gars chez qui j'avais fait un stage 3 ans avant, mettent 150 000 € dans ma boîte, et c'est finalement le seul argent que j'ai jamais levé pour Photolia. Donc c'est une boîte, hein, semi-bootstrap. Et moi, ça a été la révolution, puisque j'ai commencé à me payer et pouvoir être autonome et à 100% sur mon projet. Ouais. Et donc c'est le plus mauvais deal que t'aies fait finalement, et en même temps le meilleur, parce que 7 500 € pour 50% de la boîte. J'ai pas fini, parce que eux sont rentrés okay, en partant du principe que j'avais que 50% de ma boîte, donc ils en ont pris 2 tiers. Ah ouais. Donc quelques mois après la création de ma boîte, c'est-à-dire en décembre 2004, je me retrouvais avec un tiers de ma boîte et 2 angels qui ont mis 150 000 €. Honnêtement, je regrette rien, évidemment, parce que ça a été une expérience, une aventure incroyable, et que sans eux, je serais pas du tout là où je suis. Moi, j'étais un gars product, j'étais un geek, j'ai mis la marque, et j'y connaissais rien en finance. On a dû faire des opérations de LBO. C'est Oleg qui a d'ailleurs au bout de 4 ou 5 ans été le CEO de la boîte, et qui a permis une première vente à un fonds de private equity. Moi, je savais pas du tout ce que c'était qu'un fonds de private equity à l'époque, hein, en 2000, et j'aurais jamais eu l'idée de les contacter à proprement parler. On a vendu en 2009 Photolia à un fonds qui s'appelle T Associate. On a revendu une deuxième fois
se forme d'un LBO, tous ces termes me semblaient complètement surréalistes, à KKR en 2012, et finalement, Fotolia a été racheté, Adobe a racheté le solde à tous les investisseurs, et j'ai enfin pu raconter à ma mère la vraie histoire de Fotolia, parce qu'elle comprenait pas du tout cette histoire de private equity. Mais quand je lui ai dit que Adobe, l'éditeur de Photoshop, Acrobat, dont elle avait vaguement entendu parler, avait racheté la banque d'images Fotolia pour l'intégrer dans sa suite créative, ça faisait du sens et l'histoire était réglée. Donc ouais. Fotolia, histoire incroyable, honnêtement. La galère, ça a duré pendant 18 mois. Ça a été un peu compliqué parce qu'il a fallu se battre pour pouvoir atteindre, l'idée, c'était un site dans lequel n'importe qui pouvait soumettre ses photos. On était au début des appareils photo numériques. Donc le pari que j'ai pris à l'époque, c'est de se dire que ces photos numériques de quelques millions de pixels allaient pouvoir être utilisées à des fins professionnelles. Et l'idée, c'était un peu, et ça a toujours été un peu mon cas, c'était de se battre un peu contre les entreprises à la papa. Il y avait des boîtes comme Getty Images qui appartenaient aux magnats du pétrole, Getty Group, ou Corbis qui appartenait en perso à Bill Gates. Il faut savoir que le fameux Bill Gates était le CEO de deux boîtes, Microsoft d'une part et Corbis qui était une banque d'images de l'autre, et qu'à l'époque les milliardaires, encore un peu aujourd'hui, veulent contrôler la presse et l'image, et avoir une banque d'images, c'était bien. Et je voulais ils disent que non, mais après ils achètent tous des journaux ou des réseaux sociaux comme Twitter. Ouais. Bien sûr. Regarde, tu lis le bouquin de Xavier Niel là que je viens de finir, et il explique qui s'appelle parce qu'on le voit, on n'a pas l'image. Une sacrée envie de foutre le bordel. Donc c'est un livre assez intéressant. Ouais, ça donne envie. Ça donne envie. Ouais. Et honnêtement, il est no bullshit. J'espère que tu pourras l'avoir un jour sur ce podcast. Il en fait pas énormément, donc ça risque d'être compliqué, mais tu me diras. Ouais, mais on va essayer. Et justement, il explique que évidemment, il avait envie que l'achat du monde, ça n'a pas été anodin, et qu'il l'a fait aussi par ego, et que ça compte pas mal pour ces gens-là. Bref, moi j'avais envie d'aller un peu foutre le bordel et créer une banque d'images qui soit complètement crowdsourcée, c'est-à-dire dans lequel les amateurs pourraient contribuer. Et je m'étais dit, si chaque 1000 photos que tu prends, il y a au moins 3-4 belles jolies photos. Si tout le monde joue le jeu, en quelques mois, en quelques années, on va pouvoir créer une banque d'images aussi grande, ou voire plus grande que les banques d'images traditionnelles qui étaient alimentées par des photographes, dont c'était le métier. Et en fait, cette idée a fonctionné. Et on est devenu, au bout de 3-4 ans, la plus grosse banque d'images dans le monde. Et ça a cartonné. Honnêtement, le succès était tel que depuis, j'essaie de le reproduire, et ça n'a jamais aussi bien fonctionné que ce que j'ai vu chez Fotolia, où c'était complètement la lue. On était une équipe de bras cassés. On faisait vraiment pas grand-chose, et tout tournait tout seul, quoi, tu vois. La leçon que moi j'ai apprise de ça, c'est que, en vérité, quand tu lances ta première boîte, là je parle vraiment le primo-entrepreneur, donc on peut pas juger la qualité d'un entrepreneur sur le succès de sa première boîte, parce que ça dépend vraiment de la boîte dans laquelle tu tombes, quoi, tu vois. Moi je pense que pour la même qualité, un entrepreneur de la même qualité que la mienne, si on peut imaginer ça, qui serait tombé sur un business beaucoup moins vertueux, aurait échoué. Et moi j'ai eu de la chance de tomber sur un business qui était ultra vertueux et dont on pouvait pas imaginer que ça allait le devenir a priori. Ça veut dire que j'ai eu juste de la chance, et que tous les 2-3 qui se sont lancés dans ce secteur, il y avait Shutterstock, iStock Photo, Dreamstime, au même moment que moi, mais en fait tout le monde a réussi, parce que c'était ce qu'il fallait lancer à ce moment-là. Ouais, c'était un marché hyper porteur, et puis tu l'avais pas forcément vu venir, t'es juste tombé dedans un peu par hasard, et puis c'était impossible de le voir venir. Et c'est assez classique, c'est d'ailleurs Peter Thiel, qui est un peu controversé aujourd'hui, enfin, d'ailleurs moins maintenant vu qu'il a supporté le bon candidat, mais qui avait écrit un bouquin qui s'appelait From Zero to One, expliquait que pour devenir un gros acteur dans l'internet, il fallait être dominant, voire monopolistique sur un nouveau marché que tu crées. Et nous, on est arrivé sur un marché de vente d'images, pour tout ce qui était
illustrations, de sites web, de leaflets, de livres, de magazines, etc. On a disrupté le marché un peu sans le vouloir, parce qu'en divisant le prix, une photo ça coûtait 1000 balles à l'époque, en arrivant avec un prix autour de 10 à 20, 30 euros, c'est-à-dire à peu près 10 à 100 fois moins cher que les sites traditionnels, on s'est ouvert au marché des PME qui finalement voulaient voulaient être légales, voulaient acheter des photos de manière légale, mais pouvaient pas se permettre des photos à 1000 balles. À partir du moment où on leur a proposé des photos à 10 000 euros, à 10 euros, on a eu les dizaines de millions de PME ont commencé à acheter des photos sur nos sites. Et c'était un nouveau marché, et on était 3 à se positionner là-dessus. On est devenus trois grosses boîtes, quoi. Donc, Ouais. le but, c'est de se créer un nouveau marché, d'être les premiers à rentrer sur ce marché et de devenir les leaders du marché. Ouais, et on le programme pas forcément, on peut pas forcément le planifier. Il y a aussi un peu de chance, quoi, tout simplement. J'aurais jamais pu le prévoir à l'avance, quoi. Ce que j'avais prévu, c'est qu'on était capable de faire une banque d'images crowdsourcée, c'est-à-dire d'avoir beaucoup d'images rapidement. Ce que j'avais prévu, c'était qu'on arriverait à vendre des images beaucoup moins chères que les images des banques d'images traditionnelles, parce qu'on court-circuitait pas mal de choses. Ce que j'avais pas prévu, du coup, c'est que ça nous ouvrait un immense marché sur lequel personne s'était positionné avant. Ouais, il n'existait pas encore forcément. Ça me fait penser à Zendesk, tu vois, cette boîte de support là. Ils ont un peu c'est un peu le même principe. Ils sont arrivés avec un produit vraiment au bon moment, où quand tu as eu de l'autre côté une explosion des outils qui ont nécessité de mettre en place du support comme ça de manière un peu self-service. Et on dit souvent que Zendesk. Ouais, tu me fais une très bonne transition d'ailleurs. Je te laisse finir, mais je vais revenir. Non, sur mais voilà, Zendesk. j'ai fini. Vas-y. Et Zendesk, qui est né à peu près en 2007, c'était justement le début du SaaS, et moi l'histoire de Defenders, Exa, on va l'appeler Exa, je vais essayer quand même tu verras, ça vient tout seul. Honnêtement, je pense qu'on a fait un meilleur coup que Facebook et qu'on va être meilleur. Moi, j'appelle encore, j'ai du mal effectivement avec X. Franchement, j'y arriverai jamais. Non, mais X, moi je comprends pas X. Ouais, moi non plus, je comprends pas. C'est dommage d'avoir gâché un si beau domain name qui aurait pu être utilisé pour des choses bien plus légitimes. Mais on est bien d'accord. X, comment tu X quelque chose, que tu vois, ça marche ni en français, ni en anglais, ni dans aucune des langues. Ouais, ça marche pas du tout. Il est parfois pas mauvais, mais alors là, franchement, c'est pas un coup de génie, quoi. Non, je suis assez d'accord. Peut-être que l'histoire nous donnera tort, hein. Ouais. Exactement. On verra. On a les vieux grabataires qui en 2006 se disent il y a un espèce de gars qui veut lancer des bagnoles électriques, il va jamais y arriver. Moi je l'ai jamais dit ça. Je trouve moi je suis assez admiratif d'Elon Musk, honnêtement. Moi je comprends pas les gens qui crachent sur Elon Musk, c'est des gens qui ont jamais rien fait. Enfin, en tout cas comparativement à Elon Musk. Moi j'arrive pas à comprendre, quoi. Je trouve que à sa place ça devait être tellement dur à prendre dans la face toutes ces critiques, alors que le mec il a quand même révolutionné des industries énormes. Enfin bref. Mais par contre, c'est vrai que sur X.com... Personne ne le critique sur ses actions, les gens le critiquent sur ses pensées, tu vois. Il y a des gens qui le critiquent sur ses actions, tu sais. Ces actions qui sont très capitalistes, tu vois. Mais voilà, après, je veux dire, le monde dans lequel on vit, c'est un monde capitaliste. Donc, soit tu joues avec les règles du jeu. Enfin bref, on va pas se lancer là-dedans, parce qu'à mon avis... T'as le droit tu vois, par exemple, il y a des sujets qui nous intéressent tous, celui de la transition énergétique et la problématique du climat. La manière dont il adresse le sujet et la manière dont il pense dont il imagine la solution, par exemple, est diamétralement opposée à celle auquel je crois, tu vois. Donc, il pense que c'est la technologie qui va résoudre tout, que il faut faire confiance aux technologies du futur et qu'elles vont nous permettre de régler la problématique du climat. Moi, je pense qu'il a pas tort, que les technologies vont y contribuer, mais je pense aussi qu'on a mieux fait, qu'il est important qu'on change la manière dont on se comporte et dont on interagit avec les énergies. Je trouve qu'on consomme trop. Je trouve que ça nous a pas rendu heureux dans les 50 dernières années. Je pense qu'on se ferait bien de se rapprocher de la nature, des autres. Je crois au circuit court, je crois au hyperlocal, je crois à l'upcycling, quoi, tu vois. Et je pense pas qu'il y a et je crois très fort du coup à la sobriété énergétique. Et je pense que c'est en combinant des nouvelles technologies qui vont nous permettre de réinventer des systèmes et le fait de consommer différemment qu'on va réussir à sauver la planète. Et c'est pas du tout lui
la manière dont il voit les choses, quoi, tu vois. Ouais. Mais j'ai vu justement, tu parlais de Mathieu Stéphanie. J'ai vu chez Mathieu Stéphanie que un de tes conseils de lecture, c'était le Monde sans fin de Jean Covici, la BD que moi j'ai adoré aussi, effectivement. Donc toi, t'es de la team Jean Covici, quoi. Écoute, je le trouve très radical sur pas mal de sujets et un peu à l'ancienne sur pas mal d'autres. Je trouve que la manière dont il adresse certains sujets est un peu est pas tellement moderne. Notamment, je trouve qu'il prend pas en compte la puissance du software et du digital. Il remet toujours le digital dans. Du digital, il ne prend que l'empreinte carbone, alors que je pense que le software peut nous aider justement dans notre sobriété énergétique. C'est un super bon outil, un software pour mesurer, pour optimiser et pour éduquer les gens. Et je pense que et c'est un des sujets qu'on veut creuser avec EXA, un studio autour du climat, parce que je suis persuadé que il y a des solutions, que le digital peut nous aider et que c'est que le digital a pas juste une contribution négative sur son empreinte CO2, tu vois. Et je suis plus persuadé que lui. Du coup, je vais plutôt dans le sens de Elon Musk sur le fait que les technologies peuvent nous encourager à la sobriété énergétique, tu vois. Lui, il est très radical. Il a pris l'angle carbone, quoi. C'est hyper pessimiste. Ouais. Et c'est pessimiste, toi, tu dirais, parce que quand tu l'écoutes, il est comment dire, il est réaliste, moi j'ai l'impression. Et puis par contre, il essaie toujours d'apporter une touche d'optimisme en disant que on peut quand même encore prendre en main le changement et pas le subir, quoi. C'est un peu après, c'est déjà trop tard, hein. Ouais. Non, mais il a raison, il a envie de réveiller les foules. Donc il est obligé, du coup, il est dramatique et c'est une manière d'approcher les choses, mais il y a des gens que ça bloque complètement. Il y a des gens que ce discours, ça les bloque complètement et ça les mine et ça les pousse pas vers l'action, quoi, tu vois. Ouais. Je trouve que c'est hyper important qu'à côté d'un discours jean-coviciste, il y a un discours hyper optimiste et des gens comme Elon Musk, pour le coup, c'est ça leur force et c'est la force de beaucoup d'entrepreneurs, c'est qu'ils ont cette espèce d'optimisme naïf qui font qu'ils regardent les choses à moitié, mais qui crée du coup un biais vers l'action. Et qui permet de faire des choses, quoi. C'est vrai, cette distorsion de la réalité qui est utile. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et ça, je veux dire, ça c'est vraiment pour moi une qualité très forte chez les entrepreneurs, enfin une qualité et un défaut à la fois, hein, qui fait qu'on gomme complètement ses échecs. On ne voit dans les projets que les points positifs et ce qui permet justement de se lancer, hein, par ailleurs, mais qui peut parfois un peu miner sur le long terme parce que sinon on ferait rien, hein. On ferait rien sinon, hein. Ouais. Comme tu dis, hein, si t'es dans la négativité, ça pousse pas à l'action. T'as tout à fait raison avec Jean Covici. Je me souviens de ce truc où il disait on pourra plus faire que 2 vols en avion dans une vie. Je me souviens même les journalistes, qui sont censés être relativement connectés du cerveau, on va dire, enfin pas toujours, hein, mais même les journalistes, je voyais qu'ils buggaient complètement, quoi. Mais 2 vols en avion dans une vie, mais c'est pas possible, monsieur Jean Covici. Il buguait complètement à l'idée de devoir se priver à ce point, quoi. Donc même s'il a raison, c'est vrai que c'est pas un discours t'as raison, c'est un discours qui a tendance à un petit peu endormir, immobiliser, ouais, c'est vrai. Mais c'est bien, il fait ça pour éveiller les foules et honnêtement, en tout cas en France, il a complètement changé le rapport à ces sujets-là. Il a réveillé les pouvoirs publics, il a relancé la réflexion sur le nucléaire. En tout cas, il a fait changer les choses et c'est rare, hein, qu'une personne elle-même arrive à faire changer la donne et c'est grâce à son discours aussi. C'est un gars extrêmement intelligent et c'est grâce à son discours qu'il a pu faire changer et plier les gouvernements et c'est pas plus mal. C'est vrai. Il y a ça, puis il y a l'Ukraine. L'Ukraine et le prix du gaz qui a explosé. À un moment, la France, elle s'est quand même dit, est-ce que c'était une bonne idée de fermer la moitié de nos centrales? Mais bon, voilà. Mais ça m'intéresse peut-être. Parce qu'en fait, on a dévié de plus en plus. Mais à la base, tu parlais d'EXA, donc eFunder, c'est EXA. C'est des sujets que vous allez aborder dans EXA, le climat, l'énergie. C'est des choses que vous voulez attaquer?
Peut-être que pour que les gens ou pour que tout le monde comprenne un peu ce que c'est Exa, parce que j'imagine que tout le monde n'est pas au courant. Expliquer un petit peu, parce que tu parlais de Zendesk tout à l'heure. Ah ouais, c'est de là qu'on est parti, effectivement. C'est de là qu'on est parti. Et moi, je me suis en créant Photolia, donc cette banque d'images, je me suis quand même retrouvé à construire en interne la moitié du temps de développement, c'est-à-dire du code, hein, c'était utilisé pour développer nos produits internes, notamment la gestion de tickets, la gestion des paiements, la gestion des appels entrants, des appels sortants, des analytiques, de notre outil de traduction, etc. Et c'est là qu'est venue un peu l'idée de Defenders de l'époque, l'idée de se dire, j'avais plein d'idées, je m'emmerdais chez Photolia alors que ça cartonnait. Moi, ce qui m'amusait, je le voyais, c'était le début, le démarrage d'un projet. Et je me suis posé la question de savoir comment on pouvait lancer toutes ces idées. Ça prend 10 ans, 15 ans de créer une belle boîte, hein, en parallèle. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré mon associé Quentin et qu'on a décidé en 2011, alors que Photolia existait toujours, hein, et que j'étais toujours impliqué dans Photolia. J'avais donné les rênes de CEO à mon associé ex-business angel, et c'est comme ça que on est arrivé avec ce concept de studio qui est qu'on arrive avec des idées, on s'associe avec des entrepreneurs, on va travailler avec ces entrepreneurs pendant 12 à 18 mois pour transformer l'idée en une boîte complètement indépendante, et on va faire ça en parallèle en lançant au début 1-2 boîtes par an et puis après 2-3 boîtes. On a fait ça pendant 10 ans, hein, entre 2011 et 2021, on a lancé une trentaine de boîtes, particulièrement dans le domaine du SaaS, justement parce que on avait et qui était du coup un domaine porteur du moment, parce que les premières idées de Defenders avaient été les problématiques que j'avais rencontrées chez Photolia, du fait qu'il n'y avait pas de logiciel sur étagère disponible quand tu voulais créer une boîte et que tu devais tout recréer en interne. Et pendant 10 ans, on a fait ça. Et depuis, on a changé de nom. On a aussi mis en place une nouvelle stratégie où c'est plus nous qui allons créer, c'est des associés. Donc, on s'est associé avec des gens comme Mathieu Vaxelaire que tu connais, mais 5 autres personnes qui vont faire le travail que nous dans d'autres domaines, dans d'autres verticales. Donc, on a adressé des projets comme des sujets comme les AI, comme la santé, et on regarde des projets par exemple comme le climat, c'est pour ça qu'on en discutait, et le principe va être exactement le même. Avec Exa, on a créé une infrastructure qui permet à des associés d'eux-mêmes créer et d'entreprendre en mode studio, c'est-à-dire de lancer 1, 2, 3 boîtes en parallèle, et c'est ça aujourd'hui qu'on fait, hein, particulièrement avec Exa. On va lancer une dizaine de projets cette année, et notre objectif c'est de lancer une trentaine de projets dans une dizaine de verticales différentes d'ici 2030. Voilà, c'est le projet. Ouais. Hallucinant, c'est ce que je disais au début. Mais donc, ouais, quand tu dis 30 projets, c'est 30 entreprises, hein. C'est pas 30. Ouais. C'est 30 entreprises en espérant avoir le même succès qu'on a eu dans la première cohorte, hein. Ce qu'on appelle la première cohorte, c'est les 10 premières années. Sur ces 10 premières boîtes, il y en a 3, alors j'ose plus utiliser le terme, hein, qui sont devenus des licornes, mais en vérité qui font entre 80 et 200 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et il y en a 2 de cette époque, 2 qui vont le devenir, hein, Usign et Swan. Donc les 3 plus grosses boîtes qu'on ait créées à ce moment-là, c'est Aircall, Spendesk et Front. Et il y a encore 2 boîtes qu'on a créées à cette époque-là, Swan et Usign, qui vont certainement dépasser les 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ce qui voudra dire que sur les 30 boîtes qu'on a créées, il y en a 5 qui sont devenues des énormes entreprises, ce qui donne des ratios de succès qui sont énormissimes, hein, c'est-à-dire à peu près 1 millier de fois plus importants que dans la création classique d'entreprise, et au moins 50 à 100 fois plus important que chez les VC, dans les boîtes qui sont financées par des VC. Donc on a envie de croire que ce modèle d'entrepreneuriat collaboratif, du fait de se dire qu'on va entreprendre ensemble plutôt que tout seul dans son coin, est ultra efficace. C'est pour ça qu'on a eu l'idée de l'appliquer à d'autres verticales, et de se dire que si ça avait marché dans le SaaS, ça pouvait aussi marcher dans la santé, ça pouvait aussi marcher dans le climat, etc. Et à ton avis, qu'est-ce qui explique un success rate aussi énorme ? Parce que au final, vous prenez quand même des sujets, et puis vous développez une entreprise avec des gens, et puis il faut les lancer, et puis il faut que ça marche. Comment ça se fait que ça marche tellement mieux quand c'est lancé via Exa ?
C'est quoi ton avis dessus? C'est la bonne question. Moi, je pense que bon, évidemment, il y a une méthode qu'on a mis en place, qu'on reproduit, et quand tu fais une chose plusieurs fois, quand tu fais plein de choses plein de fois, tu commences à avoir à comprendre comment ça marche, à trouver le bon mode d'emploi et à éviter de reproduire des erreurs. Ça, c'est une chose. Moi, je pense aussi que on a le fait d'être toute une équipe au départ. Ça permet d'aller beaucoup plus vite et d'aller beaucoup plus loin, un peu comme dans tous les sujets. Hein, dès qu'il y a une équipe, si tu joues au foot, si tu peux jouer avec le meilleur joueur de foot, avec le meilleur joueur de foot, si tu le mets contre une équipe de 11, ça va toujours être compliqué, quoi, tu vois. Et en vérité, dans pas mal de domaines, les gens jouent collectif. Il s'avère qu'en l'entrepreneuriat est naturellement hyper individuel, où on s'imagine deux entrepreneurs qui galèrent pendant 2-3 ans, etc. Et on a voulu changer ça, tu vois. Donc le fait d'arriver avec une team mutualisée, de le faire en équipe, ça permet de créer une émulsion ultra positive, je trouve, qui change la donne. Et une chose aussi importante, c'est que ça te donne du rythme. En fait, quand tu es dans un studio, tu vas pendant 50 fois, 75 jusqu'à 75 fois, donc parce que les boîtes restent entre 12 et 18 fois, tu reproduis exactement la même chose. On a créé des rituels hebdomadaires, le kick-off du lundi, le point GTM du mardi, le point produit du vendredi. Et en fait, si tu reproduis ça toutes les semaines de manière hyper régulière, tu changes complètement la donne, quoi, tu vois. Et donc, la plus grosse force d'un studio, je trouve, avec beaucoup de recul et de manière très high level et sans sous-estimer tout ce qu'on apporte par ailleurs, c'est la capacité à rentrer dans une cadence et dans un rythme. Tu vois. Et c'est ce qui fait la force de YC aussi. YC, c'est un programme de 3 mois pendant lequel ils apportent un peu d'argent et finalement, il y a quelques officers, mais l'accompagnement est assez léger. Et ce qui fait vraiment la différence chez YC, c'est le rythme qu'on t'impose avec une croissance hebdomadaire, le fait que tout le monde soit rassemblé à San Francisco et travaille et bosse pendant 3 mois en vue du demo time. Et je pense que ce qui fait vraiment la différence avec YC, c'est justement ce rythme. Et c'est ce qu'on fait nous, finalement, mais de manière beaucoup plus intense et pendant beaucoup plus de temps, tu vois. Mais donc, du coup, ce qui permet de réussir une boîte, c'est souvent la cadence que tu t'imposes, qui est très dur à s'imposer soi-même. C'est-à-dire qu'il faut avoir beaucoup de discipline quand t'es tout seul ou quand t'es 2 co-founders, pour arriver pendant 50, 100 semaines consécutives à reproduire les mêmes choses, quoi. Ouais, c'est ça. Donc c'est le format, c'est le rythme. Il y a aussi le réseau, j'imagine, quand un entrepreneur d'une des boîtes Exa a besoin d'un truc. Et alors on pense évidemment naturellement à lever des fonds. J'imagine que c'est facilité de lever des fonds quand on est une boîte incubée. Je sais pas si vous utilisez ce terme-là, mais incubée chez Exa ou lancée via Exa. Il y a sûrement d'autres trucs aussi. Il y a pas que la levée de fonds qui est facilité. Non, évidemment, hein, il y a l'accès au réseau, mais réseau qui était très limité au début, ce qui nous a pas empêché de lancer une grosse partie de nos bonnes entreprises dans les premières années. Donc aujourd'hui, évidemment, on a une marque, on a un réseau qui nous permet de simplifier et d'aider largement les levées de fonds. À l'époque, c'était plutôt un handicap d'arriver avec un studio parce que les VC étaient pas habitués, parce que la cap table est vraiment différente de ce qu'ils ont l'habitude de voir. Aujourd'hui, c'est une force parce qu'ils ont vu l'historique des projets, mais à l'époque, c'était pas ça qu'on amenait, quoi, tu vois. Aujourd'hui, c'est ça, et il y a un réseau qui permet effectivement d'avoir plus de visibilité, de lever plus facilement de l'argent, de recruter surtout plus simplement. C'est-à-dire que quand t'es une boîte, tu te lances tout seul, t'es toi avec ta cofondatrice, et pendant 2 ans, vous allez pas être capable, même si vous levez de l'argent, de recruter des très bons profils parce que vous avez pas de marque, pas de temps, pas de réputation, pas de process. Alors que nous, dès le départ, on recrute dans les projets des développeurs, des premiers employés qui vont rendre le projet autonome du studio. Et on fait ça dans les premiers mois grâce à la marque Exa et grâce aux équipes qu'on a en interne. Le recrutement change vraiment la donne. Ce qui se passe, c'est qu'à la fin des 18 mois, le but, c'est en 18 mois d'avoir un premier produit, une première traction et une équipe qui rende le projet complètement indépendant du studio. Et ça, c'est des gens qu'on recrute en interne et qui viennent pour le projet, mais qu'on recrute grâce à l'attractivité de la marque Exa qu'on a construite. Ouais. Et alors peut-être juste un truc, je sais pas si tu connais le chiffre, mais du coup, si on devait parler
donc en termes de nombre de personnes. Je me souviens une fois dans un de vos bureaux, une inauguration, je pense, d'un de tes bureaux, j'étais là et t'avais fait un discours et t'avais utilisé un chiffre, t'avais donné un chiffre de combien de personnes finalement travaillaient grâce à Exa ou donc je sais pas comment on peut dire, hein, c'est un peu bizarre, mais donc dans toutes les boîtes, tu vois, c'est quoi le nombre, ça emploie combien de personnes en fait tous ces projets que vous avez sortis Alors, ça a progressé beaucoup depuis 2 ans. Depuis 2 ans, c'est un peu plus compliqué pour toutes nos boîtes, surtout les plus grandes. Donc, elles n'ont pas forcément recruté des nouveaux employés. Elles sont plutôt allégées au niveau des employés. On doit être autour de 3000, je pense, de 3000 personnes. Donc, on a créé 43 boîtes qui doivent valoir autour de 4 à 5 milliards de valorisation en tout et qui embauchent à peu près 3000 employés. Ça, donc le projet que vous avez lancé avec Quentin, donc eFounders, Exa, aujourd'hui, on peut dire, si on extrapole un petit peu, hein, mais ça donne du boulot à 3000 personnes, quoi. 3000 personnes. Et honnêtement, c'est pour moi vraiment que le début, parce que on a compris la manière dont on allait pouvoir scaler ça, et tout ce qu'on a appris pendant ces 10 dernières années, on va le mettre au profit de faire ça, d'aller beaucoup plus loin. Et en 2030, et honnêtement, ça va arriver parce que on le voit venir. Il y a aucune raison qu'on n'y arrive pas. On va créer autant de boîtes par an que ce qu'on a créé dans les 10 premières années d'eFounders, quoi. Donc, on risque d'avoir à peu près 150 boîtes qui emploient peut-être 10 à 20 000 personnes. Ce qui fait finalement la taille d'un énorme groupe. Donc, on aurait peut-être pu utiliser cette énergie, ces ressources et ces années à construire une seule grande boîte plutôt que plein de petites comme ça, quoi. Ouais, mais ça aurait été moins marrant. T'aurais pu lancer beaucoup moins de choses. Ah ben je pense que ça aurait été comme Fotolia, c'est-à-dire qu'au bout de moi, ce qui m'amuse à chaque fois, c'est le renouveau et le fait de repartir sur de nouveaux projets. Je pense que sinon, je me serais au bout de 3 à 4 ans, je me serais ennuyé. Ouais. Ok. Donc ça c'est Exa. Donc je pense que c'est Exa, eFounders. Ça c'est assez clair. Mais évidemment, j'imagine c'est ton job à plein temps. Parce qu'en fait t'as tellement de choses, et j'en ai oublié d'ailleurs dans la présentation que j'ai faite. On n'a pas parlé de Folk, qui est un des projets que t'as pris directement toi en tant que CEO. Donc c'est pas. Non, je suis plus le CEO aujourd'hui. Ouais, non, bien sûr, je sais. Sur lequel j'ai travaillé. Donc, comment je fais ? Donc, mon activité principale, c'est largement Exa aujourd'hui. J'aimerais bien à terme que, d'ailleurs, on est en train de s'organiser pour que moi j'aimerais bien faire moins d'Exa et pouvoir justement durer plus dans le temps avec Exa pour pouvoir durer longtemps parce que je pense qu'Exa c'est le projet d'une vie. Il faut s'organiser et partir sur un marathon, tu vois, et pouvoir justement faire autre chose, quoi, tu vois. Donc mais pour l'instant ça me prend encore énormément de temps. J'ai investi beaucoup, tu l'as dit, c'est plutôt j'ai investi dans 300 projets. 300, ah ouais. Il faut que je mette à jour mes notes, quoi. J'ai commencé il y a longtemps, attention, j'ai triché. J'ai commencé la première vente d'Exa, de Fotolia en 2009. Donc c'est la première fois où dans ma vie, j'ai reçu de l'argent de manière conséquente, plusieurs millions d'euros, qui ont changé complètement la donne sur mon rapport à l'argent, surtout sur ma capacité à investir, parce que pour investir de l'argent, il faut d'abord en avoir. Et j'ai commencé à investir en business angel à ce moment-là, et j'ai finalement tout le temps continué. J'ai jamais arrêté, et ce qui fait que j'ai investi dans 300 boîtes et je continue à investir dans une vingtaine de boîtes par an, ce qui est assez énorme quand tu sais que j'ai pas d'équipe. Quand tu prends des business angels entre guillemets comme Niel ou comme Pierre-Edouard Sterrin, ils ont des équipes dédiées qui leur permettent de screener les projets. Moi, je vois tout et je parle avec tous les entrepreneurs. Et évidemment, je peux apporter qu'une aide limitée. Et honnêtement, je survends pas mon implication à terme. Moi, je pense que soit c'est ta boîte et t'es hyper légitime à donner des conseils et tu dois être très impliqué. Soit t'investis en business angel et tu suis pas la boîte et tes conseils, à part des conseils très génériques, très globaux, valent pas grand chose, quoi, tu vois. Donc, moi, je pars du principe que je suis à la disposition des entrepreneurs dans lesquels j'ai investi si jamais ils ont des questions ou s'ils ont besoin d'intro, mais je serai pas là au jour le jour à
leur donner mon avis sur quoi que ce soit, tu vois. Ouais, ça serait compliqué avec tout ce que tu fais et plus 300 boîtes dans lesquelles tu as investi. Ouais. Je sais pas comment tu pourrais faire ça. Ça serait un peu compliqué. Voilà. Et puis moi, j'avais besoin. Tu parlais de Iconic Chaos, hein, donc la boîte que j'ai lancée avec mon frère il y a 3 ans. Moi, justement, je suis un peu comme toi, hein, attiré par différents sujets. Les sujets tech, c'est une chose, mais j'avais besoin d'aller vers quelque chose qui est plus, je dirais, cerveau gauche, créatif. Moi, j'adore tout ce qui est architecture, j'adore tout ce qui est design, tout ce qui est art et artisanat. Et j'avais envie de trouver un projet là-dedans. Et c'est comme ça que j'en suis arrivé avec mon frère Robin à lancer Iconic Chaos. C'était un peu le prétexte pour faire autre chose que du software. Et ça me prenait pas énormément de temps au départ. Et ça me prend de plus en plus de temps. Pourquoi ? Parce que j'adore, en fait. Parce que ça me fait plaisir, parce que ça me nourrit, et parce que justement, ça va me permettre de continuer plus longtemps à être impliqué dans Exa. Moi qui ai tendance à partir à droite, à gauche, je sais très bien que pour durer dans le temps, il faut que j'apprenne à faire différentes choses et à me nourrir personnellement, tu vois. Ouais, je te comprends très très bien. Moi, tu vois, j'ai lancé une marque d'horlogerie, donc tu vois, rien à voir avec le software. C'est à mon avis exactement pour la même raison, besoin de faire autre chose, besoin, comme tu dis, besoin de se nourrir d'autres secteurs, d'autres personnes, d'autres discussions que tout le temps les discussions tech. Et Je te comprends. Ce qui permet d'être focus longtemps sur quelque chose, hein. Moi, je sais que j'ai pas cette capacité qu'ont d'autres à tenir 15 ans, 20 ans sur le même sujet. Et je sais que je peux tenir 20 ans, 30 ans sur un sujet si je m'octroie la possibilité d'une partie de mon temps de faire autre chose à côté. Et c'est exactement ce que je fais chez Exa. Et j'encourage d'ailleurs beaucoup de gens à faire ça. C'est assez compliqué, je trouve, quand tu lances ta boîte pendant les 2-3 premières années. De ce que j'ai remarqué, alors ça, c'est vraiment de l'expérience. Pour le coup, c'est hyper important d'être ultra focus parce que ça demande énormément d'énergie sur le départ. Et après, si tu veux t'inscrire dans le long terme, c'est hyper important de trouver un équilibre et de faire autre chose. Alors, les activités que tu peux faire à côté peuvent être totalement différentes. Moi, il s'avère que je suis un peu boulimique de création de projets. Il y a des gens qui font de l'humanitaire, il y a des gens qui font de la lecture, il y a des gens qui utilisent leur temps différemment, mais je pense que c'est hyper important de trouver un équilibre personnel pour s'inscrire dans les temps longs. Ouais, tout à fait. Peut-être juste, j'avais une question avant que tu te lances sur Iconic House. J'avais une question. Donc 300 investissements en tant que business angel. Je sais bien que ça va intéresser les gens qui écoutent. Tu vois, tu vas avoir plein d'emails de gens qui vont te demander d'investir dans leur boîte. Mais juste, t'investis dans quel type de boîte ? C'est quoi, en gros, ta thèse d'investissement ? Tu cherches quel type de boîte en fait ? Écoute, moi j'ai commencé, et je pense qu'il faut commencer quand on est business angel à investir dans les boîtes de son secteur, parce que c'est là où on a le meilleur deal flow et qu'on a la meilleure expertise. Okay. Et maintenant, je me permets, maintenant que ça fonctionne, honnêtement, je continue à faire Alors au début, je l'ai fait parce qu'on l'avait fait pour moi et que j'avais voulu rendre à l'écosystème. C'était un peu une bonne action. Et puis quelques années après, j'ai vu que ça pouvait aussi être super lucratif de faire du business angel. Donc aujourd'hui, je continue d'une part parce que ça me permet de rester en contact avec pas mal de sujets et d'apprendre. C'est comme ça que une grosse partie de la manière dont j'apprends, c'est d'interagir avec des entrepreneurs en mode business angel sur différents sujets. Et d'autre part, c'est parce que c'est lucratif, ça rapporte de l'argent. Depuis la vente de Fotolia, la seule manière, moi, dont je finance tous mes projets, c'est par les ventes de mes sociétés en business angel. Hein. C'est dire que c'est vraiment les boîtes dans lesquelles j'ai investi qui se vendent et qui dégagent des profits qui me permettent de financer aujourd'hui tous mes projets parce que on s'est encore versé aucun argent avec Exa en particulier. Ah ouais, donc pas de dividendes, pas de salaire, rien chez Exa quoi. Alors si salaire oui, non salaire oui, mais ça suffit pour se nourrir et pour payer je dirais le quotidien, mais ça suffit pas pour lancer des nouveaux projets, pour financer des boîtes comme Iconic House, comme Gamma, comme Kate, on va en parler. T'as besoin d'autre chose que ton salaire quoi. Ça suffit pas pour envoyer des voiles solaires dans l'espace quoi. Non, ça suffit pas pour envoyer des voiles solaires pour l'espace. On en reparlera, ça on n'y est pas encore. Hein. C'est que le départ, que le début. Mais globalement, moi, ce que je cherche, c'est et du coup, je me suis élargi sur pas mal de sujets tech et des sujets moins tech. En gros, c'est extrêmement dur de savoir les projets qui
je sais les projets qui me plaisent pas. Moi, tout ce qui est autour de l'assurance, par exemple, de la fintech au sens large, c'est pas des sujets qui m'animent particulièrement. Donc, il faut que le sujet me plaise à proprement parler. Il faut que je le comprenne. Et il faut que j'adhère avec, je dirais, la mission et le sujet. Par exemple, le paiement 3 fois ou le paiement 5 fois, c'est pas des choses qui me parlent, quoi, tu vois. Alors que il y a des grosses sociétés qui sont créées là-dessus, quoi, tu vois. Et après, je reçois tellement de mails, tu l'as dit, tellement de requêtes que honnêtement, je peux pas parler, j'ai pas le temps de parler à plus de 2-3 entrepreneurs par semaine, hein. Ça c'est grand max. Donc je fais beaucoup de tri sur les sujets et sur la qualité des emails qui me sont envoyés. Je trouve que un email et une présentation encore plus, on dit beaucoup sur la qualité des équipes et la qualité des projets. Tu vois. Donc je suis obligé, hein, j'ai pas assez de ressources pour pouvoir screener 50 entrepreneurs par semaine. Donc je donne la chance à très peu et forcément je dois faire énormément d'erreurs là-dessus, quoi. Ouais. Mais non, il y a pas. Alors, je suis pas. Ce qui est sûr, c'est que je n'investis pas que dans le SaaS et que je l'ai fait et que je continue à le faire parce que c'est un sujet que je connais très bien. Mais que j'évolue avec au moment du Web3, j'ai regardé pas mal les sujets Web3 et j'ai appris énormément en rencontrant et en investissant dans pas mal de boîtes. Aujourd'hui, quand on parle beaucoup d'AI, que ce soit les modèles fondamentaux ou que ce soit les applications AI, je regarde énormément, évidemment, parce que c'est les sujets du moment et ça m'excite et ça m'intéresse et ça nourrit aussi, hein. Les idées d'Exa, pour avoir des idées de boîte, ça vient du croisement de pas mal de choses et notamment de discussions avec les entrepreneurs. Pas pour leur piquer leurs idées, hein, mais parce que c'est à ce moment-là qu'on croise des sujets, quoi, tu vois. C'est-à-dire que tu auras parlé à un entrepreneur sur ce sujet-là, tu parleras à un autre entrepreneur sur cet autre sujet. Les idées viennent de la convergence et des discussions entre. En gros, ça vient pour moi parce que tout le monde me pose la question de savoir comment naissent les idées, tu vois. Évidemment, parce que c'est le sujet du startup studio Defenders Exa. Et à chaque fois, je dis que les premières idées sont nées des problématiques rencontrées chez Fotolia. Puis, en créant les premières boîtes, sont arrivées, ça nourrit un peu le pipe des nouvelles idées. Je pense que les idées, tu les as en faisant, en étant dans l'action par rapport aux problématiques que tu rencontres. Et les solutions à ces problématiques, et pour moi, une idée, hein, c'est la convergence d'une problématique que tu identifies et une solution avec laquelle tu arrives, quoi, tu vois. Et ces solutions, elles viennent souvent de discussions, par ailleurs, avec des entrepreneurs sur pas mal de différents sujets, quoi, tu vois. Et que c'est ça qu'il faut continuer à entretenir. Et naturellement, en investissant en Business Angel, en faisant la démarche d'aller rencontrer pas mal d'entrepreneurs pour pouvoir investir, tu te rencontres, tu discutes avec beaucoup d'entrepreneurs, ce qui est pas forcément le cas dans la vraie vie, hein. C'est-à-dire que quand tu es un entrepreneur, toi, t'as pas l'occasion d'aller rencontrer différents entrepreneurs toute la journée, hein, parce que ça s'inscrit pas dans ton métier normal. Et c'est pour ça que je trouve que l'activité de Business Angel a pu nourrir et a continué à nourrir mes rencontres avec différents entrepreneurs, et c'était une bonne chose. Ouais, tout à fait. Je vois bien ce que tu veux dire. Et peut-être juste comme ça là, par curiosité, c'est quoi le dernier projet dans lequel tu as investi? Donc tu peux parler. Évidemment. Le dernier projet dans lequel j'ai investi. Alors attends, je vais tricher. Tu vas prendre ton fichier, tu sais plus, tu sais déjà plus. Non, mais en fait il y a des projets dans lesquels j'ai investi. Je vais dire des projets dans lesquels j'ai pas encore investi, mais je vois ma liste parce qu'en fait il y a tellement de projets qui arrivent et ça prend tout le temps un peu de temps entre le moment où tu parles à l'entrepreneur et le moment où tu fais ton virement, ou le moment où le est acté, que je les note. Et le projet que j'aime bien, alors j'ai pas encore investi, donc peut-être que ça se fera pas, hein, pour une raison ou pour une autre. Ça s'appelle SwitchGrid et c'est en fait nous on a pas mal regardé tout ce qui était software dans le climat, on a parlé, et la plupart du temps quand tu dois faire des softwares dans le climat, tu dois optimiser justement la gestion de pompes à chaleur, la gestion de panneaux solaires, etc. Tu dois te connecter avec les fournisseurs d'électricité, avec l'énergie de la maison, et notamment le fournisseur d'électricité. Eux ont créé une API, qui permet de se connecter simplement à différents fournisseurs d'énergie dans beaucoup de pays. Et donc du coup, ils vont permettre à des plateformes ou à des logiciels dans le climat d'utiliser, de pas devoir reconstruire cette brique-là. Et j'aime vraiment ce qu'ils font. L'équipe est brillante. On en est vraiment au tout départ. Le marché a l'air minuscule, mais ça m'a l'air d'être un marché qui va grandir dans le futur, quoi. Donc c'est vraiment un pari, et c'est le type de pari que j'aime prendre, quoi. C'est une boîte belge, française?
C'est une boîte belge pour le coup. Ok. Switchgrid. Ça leur fait un peu de pub. Ouais. Je pense que honnêtement, je m'en rappelle parce qu'il m'a dit je suis à Paris, c'est le moment de se voir. Je lui ai dit c'est dommage parce que moi j'habite justement à Bruxelles. Non, c'est un Belge. Ouais. Ok. Bon, top, c'est super. Très rare, hein, c'est très rare les boîtes belges dans lesquelles j'investis parce que l'écosystème est finalement pas si développé que ça et que j'ai pas l'occasion de rencontrer beaucoup. Hein. Non, c'est vrai. Ouais, c'est vrai que la Belgique, c'est splitté entre la Flandre et la Wallonie, des langues différentes et tout. Donc ouais. Parce que tu parles pas flamand, toi, j'imagine. Ah non, pas du tout. Donc il y a une barrière quand même. Ouais. Il y a une barrière un peu. Quoi. Ouais, il y a une barrière linguistique, mais bon, il s'avère que les Flamands, notamment ceux qui travaillent dans la tech, ils sont quand même très anglophones. Hein, donc, ils parlent tous anglais, bien sûr. On peut arriver quand même à communiquer. Et je dirais que les premiers Belges entrepreneurs que j'ai rencontrés, je les ai rencontrés notamment à San Francisco à une époque où on y allait beaucoup, et c'était en particulier des Flamands. Ouais, non, c'est vrai, t'as raison. Les Flamands sont plus. Enfin, on va pas entrer dans le débat, mais on est d'accord qu'il y a beaucoup plus de boîtes tech, SaaS, software dans le nord que dans le sud du pays, quoi. Donc, ils sont un peu, c'est leur côté un peu anglo-saxon américain dans l'âme, quoi. Ouais, ça bosse, quoi. C'est ouais. Tiens, rien à voir. Donc après, on peut encore parler de Gamma, de Kate, ça m'intéresse. Mais juste une petite question rien à voir. J'ai, tu sais, une liste de questions que je prépare et que je pose un peu comme ça random aux gens que j'interviewe. Moi, j'ai une question. Ça serait quoi ton fantasme de reconversion ? Si imaginons, t'as pas fait Fotolia. Et tu dois faire tout autre chose, tu connais pas la tech, t'as jamais appris à développer, t'es né ailleurs, je sais pas par quelles circonstances tu t'aurais pas eu la vie que t'as eu, mais imagine, tu devais faire tout autre chose, ou tu dois te reconvertir dans toute autre chose, ça serait quoi ? Écoute, je me pose souvent la question, hein. C'est pas évident. Un parcours de vie, c'est tellement une suite de choses. Et tu te dis, mais si il s'était pas passé ça, qu'est-ce que je serais devenu ou qu'est-ce que j'aurais fait? Je me suis posé pas mal la question. Et si on remonte tout au début, moi, je sais que ce qui m'amusait, c'était la bio quand j'étais à l'école, au lycée hein, en France, donc dans mes humanités. Et je pense que j'aurais fait la recherche en bio, être chercheur. Donc ça m'amuse. Moi, j'ai été ingénieur et justement, hein, je me suis un peu révolté contre ce monde-là parce que je me suis retrouvé dans une école d'ingénieur, dans des laboratoires de dynamique des fluides, de résistance des matériaux, tout poussiéreux, et il manquait quelque chose et ça m'amusait pas. Mais je sais pas pourquoi. Alors ma sœur est médecin, mais j'ai toujours été intéressé par tout ce qui était biologie. C'était un sujet sur lequel j'étais extrêmement bon quand j'étais jeune et sur lequel je passais mes journées. C'est-à-dire que quand tu avais un examen de bio, je surenchérissais, j'allais chercher, j'allais approfondir, etc. Et je pense que chercheur, ça m'aurait fait plaisir, le côté scientifique et dans tout ce qui est vie, dans tout ce qui est biologie. Non, j'aurais pu dire être artiste. J'ai pas de talent particulier, tu vois. Si j'avais eu un talent particulier dans quoi que ce soit d'artistique, je pense que je m'y serais lancé parce que c'est un sujet qui me plaît, mais ça me plaît beaucoup plus en tant que spectateur qu'en tant que créateur. Et peut-être un autre sujet aujourd'hui, j'écris grâce à LinkedIn. Ça semble un peu surréaliste comme point de vue, mais j'ai commencé un peu à écrire et le fait d'écrire. Alors je sais pas si j'écris bien ou pas bien et je sais pas si je pourrais m'améliorer, mais j'adore écrire. C'est-à-dire que le fait d'écrire me fait vachement de bien, me fait plaisir. Et après, hein, on en reparlera avec les sujets, finalement, des sujets auxquels j'étais pas confronté, mais que sont tout ce qui est réflexion sur la déco, l'architecture d'intérieur. Honnêtement, je pourrais me reconvertir dans l'architecture d'intérieur parce que c'est un sujet qui m'amuse tout particulièrement. Et t'écris. Donc moi, je suis un petit peu ce que tu écris, mais donc ça reste quand même t'écris des choses relativement business autour du travail, mais t'écris aussi de ton côté des trucs plus rien à voir, genre des romans, alors, des nouvelles. J'écris pas de la fiction, non, j'écris pas de la fiction. En tout cas, j'en suis pas là, mais j'écris des choses un peu plus profondes ou qui parlent davantage des idées que des projets. Par ailleurs, que je publie pas sur LinkedIn parce que c'est pas le bon média et je sais pas du tout si je les publierai un jour. Mais c'est et je sais pas si c'est le fait de vouloir publier qui m'amuse. En tout cas, c'est le fait d'écrire
qui me fait beaucoup de bien, quoi, tu vois. Je sais pas si un jour je publierai ou si j'ai une vocation à le faire d'une manière ou d'une autre, et je sais pas si j'ai envie de le faire, quoi, tu vois. D'écrire le sujet, et pas d'écrire avec une plume, de l'encre et une plume, d'écrire sur mon ordi, sur Apple Note, par ailleurs. Ouais, bien sûr, mais oui, non, on est d'accord. Qui est-ce qui écrit encore avec une plume? mais j'espère que tu publieras un jour quelque chose, parce que je trouve que ça serait dommage qu'on puisse pas lire ce que tu as écrit. Moi, tout ce que je lis de toi, en tout cas, effectivement, c'est pas de la fiction, c'est pas des nouvelles, c'est pas des romans, c'est pas ce genre de choses, mais tout ce que je lis, que tu écris, c'est toujours hyper bien écrit, je trouve. Ouais, vas-y quoi, j'ai envie de te dire. Non, mais je suis en train d'écrire un peu des bullet points ou des sujets de mon parcours, parce qu'en fait, les choses qui sont passées il y a 20 ans, bah, tu commences évidemment avec l'âge à un peu les oublier, quoi, tu vois. C'est vrai. Et il y a un peu quelques anecdotes marrantes, quelques anecdotes croustillantes, et je trouve que c'est hyper intéressant de revoir, en fait, de repenser sa vie, parce que c'est Steve Jobs qui disait, tu connectes les points en regardant en arrière, quoi, tu vois. Donc ça permet de connecter des points et de comprendre certaines choses, quoi, tu vois. Moi, j'ai compris, par exemple, que je m'étais pas lancé dans Photolia par hasard, et que ce côté photo, ce côté créatif m'intéressait énormément, et je pense que j'aurais pas lancé une boîte de software lambda, quoi, tu vois. Et du coup, je comprends aujourd'hui pourquoi, en fait, que j'avais une frustration sur les sujets créatifs, que j'essayais de compenser. Par exemple, il y a eu depuis le début, et tu le sais, chez eFounders, une vocation à faire du beau, à avoir mettre beaucoup d'assistance sur le côté créatif, design. Notre premier associé qui nous a rejoint, c'est Didier, alors qu'on était deux avec Quentin. Le troisième larron, ça a été un designer, quoi, tu vois. Mais je sentais qu'il me manquait quelque chose, quoi, tu vois. Et ça tu le ressens en prenant un peu de temps juste pour te poser, pour savoir ce qui s'est passé dans les dernières années, quoi. Donc oui, peut-être que je sortirai quelque chose. Ouais, j'espère. Mais c'est vrai, t'as raison sur ce sujet du beau dans le software. Stripe a fait ça aussi avec un Belge, Benjamin Decoq, qui a été recruté très tôt. Donc Benjamin qui est designer, et tu te dis, pour une boîte qui fait avant tout une API pour du paiement, tu dis, mais c'est quoi l'intérêt d'avoir très tôt dans une équipe un designer? Et en fait, je pense que une partie du succès de Stripe, il vient de là aussi. C'est-à-dire que, c'est beau, quoi. Et puis le design, c'est pas juste faire des jolies interfaces, c'est faire des expériences utilisateurs, c'est se mettre à la place de l'utilisateur, c'est de comprendre ce qu'il fait, comment il utilise le produit. Et c'est vrai que c'est chez toi et chez eFounders, du coup, c'est vraiment une composante qui a toujours été là. Mais c'est hyper important. C'est quelque chose auquel tu as toujours été aussi sensible, et sur lequel tu as mis un peu plus de focus et de ressources que n'importe qui, tu vois. Et tu regardes les premiers SaaS, notamment Zendesk. Je te rappelle, à l'époque, ils avaient leur petit Bouddha ou Mailchimp avec leur petit singe, etc. Ouais. J'ai l'impression que les premières boîtes qui ont commencé à fonctionner, commencé à être un peu sexy dans le software, ça a été des boîtes dans lesquelles il y avait une emphase autour du beau, autour du design, autour de l'esthétique, qui sortait un peu. Et c'est ça qui venait un peu renverser les choses par rapport aux vieux software B2B croûteux tels qu'on les imaginait, quoi. Selon moi, c'est ce qui permet de créer de l'empathie, c'est ce qui fait que, typiquement, le singe de Mailchimp, et pas juste le singe, mais toute leur communication, leur manière d'écrire, c'est clair que ce qui fait que les gens connectent avec la marque, et que tu deviens, finalement, c'est juste un software d'emailing, il y en a des dizaines, mais pourquoi est-ce que les gens adorent à ce point Mailchimp? C'est parce qu'il y a ça aussi, il y a ce côté affectif, quoi, que le design, la marque, le storytelling peut créer. Donc non, c'est clair. Notion aujourd'hui fait super bien, d'ailleurs. Notion, je suis épaté sur la manière dont ils connectent avec leur communauté, grâce à un wording bien défini, un design, une atmosphère qui crée, quoi, tu vois. Au-delà du software à proprement parler, qui est purement technique. Notion, dans lequel tu as investi. Dans lequel j'ai investi, dans lequel j'ai la chance d'avoir investi. Et honnêtement, je pense, alors encore une fois, c'est du non réalisé, c'est-à-dire que c'est pas encore fait. Et je pense que ce sera le meilleur investissement business angel que j'aurais jamais fait. Et c'est la chance, quand t'investis, c'est la chance que tu crées quand t'investis aussi dans beaucoup de boîtes, qu'une de ces boîtes fasse un succès. Mais j'ai investi en 2016, donc tout au début, ça faisait quand même 3 ans qu'ils avaient lancé la boîte, mais tu sentais, moi j'ai investi parce que justement j'étais
j'étais en train d'imaginer une boîte qui s'appelle aujourd'hui Slide, qui était un Evernote for Teams, donc un outil de notes pour les équipes, et j'étais en train de faire les wireframes, donc de designer ce logiciel, quand je tombe sur Product Hunt, un site qui met en avant des boîtes, sur la première version de Notion, et je m'en rappelle être tombé sur le site et avoir commencé à jouer avec l'application. C'était tout départ, il n'y avait pas de database, c'était pas du tout le logiciel tel qu'on le connaît aujourd'hui, et pourtant tu sentais qu'il y avait quelque chose de totalement différent sur les mots utilisés, sur le design, sur les interfaces, sur l'expérience, et c'était obvious que les gars allaient arriver à faire quelque chose, tu vois. Et j'ai eu de la chance, c'est qu'à ce moment-là, ils venaient d'épuiser les 2 premiers millions qu'ils avaient créés, qu'ils avaient levés 3 ans auparavant, et je suis arrivé au bon endroit au bon moment, et c'est super. Voilà. On verra ce que ça donne, mais ça se profile bien. Je crois qu'aujourd'hui ils ont annoncé qu'ils avaient aujourd'hui plus de 100 millions d'utilisateurs, ce qui est énorme pour une boîte dans le B2B en tout cas. Ouais, c'est clair. Et tu disais, j'étais en train de faire des wireframes, des mock-ups. Je sais, tu peux nous en parler un peu. Moi, je sais que tu adores utiliser des gros marqueurs, par exemple. Tu peux nous parler un peu de Thibaut Elzière qui fait des mock-ups? Écoute, j'en fais de moins en moins malheureusement, mais toute une époque. L'idée, c'est de se dire que quand tu as isolé une problématique, la solution, il faut y apporter une solution. Il suffit pas de se dire tiens, il y a quelque chose à faire pour pouvoir. Il suffit pas de se dire il y a un problème de gestion des tickets de support. Il faut aussi apporter cette solution, et tu peux l'imaginer la solution en parlant, mais à la fin, une solution software, c'est une expérience que tu dessines. Et pour la concrétiser, il y a rien de mieux que des wireframes, donc des mock-up low fidelity. Et j'ai utilisé pas mal de feutres au départ, puis après j'ai utilisé des logiciels de mock-up comme Balsamiq, et c'était un peu, je partais pour Front par exemple. Je me rappelle être parti à New York, m'isoler pendant parce que ça prend énormément de temps de les faire au départ, et en vérité on est tout le temps en fait, on a tout le temps besoin de faire autre chose, et ça demande des périodes de 3-4 heures sans interruption. Et je me rappelle m'être enfermé dans un hôtel à New York pour dessiner les mock-ups, les wireframes de Front. Et aujourd'hui, on essaie de continuer à faire ça. Et quand on pitch une idée à des entrepreneurs, c'est généralement une note Notion qui va décrire un peu l'opportunité qu'on veut saisir, et quelques planches de wireframe qui montrent à quoi ça va ressembler. Parce que je pense que tu peux avoir l'idée d'un logiciel en tête, tant que tu l'as pas dessiné, tant que tu l'as pas mis sur le papier, en fait, il y a rien, quoi. Tu vois, il y a plein de fois où je m'étais dit que j'avais une solution, puis j'ai commencé à la dessiner, et en fait, j'ai vu qu'il y avait rien du tout derrière, quoi. Tu vois. Et j'insiste aujourd'hui beaucoup pour qu'on travaille en low fidelity. Alors tout le monde ne respecte pas ça, plutôt que réutiliser. Il y a pas mal de gens qui réutilisent comment on appelle ça, design system. Son design, de mock-up avec son design system. Je pense que c'est une mauvaise idée. Je pense qu'il faut tout le temps retourner au wireframe, parce que ça permet de repartir à la base, et ça permet surtout à pas mal de gens qui maîtrisent pas les outils de pouvoir aussi collaborer. C'est-à-dire que tout le monde ne sait pas manipuler sur Figma le design system, alors que tout le monde sait manipuler des wireframes, ou en tout cas interagir avec des wireframes, et du coup ça permet aux gens du business, aux gens du design, aux gens de la tech, aux gens du produit de pouvoir collaborer les uns avec les autres. D'ailleurs, on a créé un produit, un plugin sur Figma, Blocks, qui justement permet d'utiliser Figma avec une librairie très low fidelity. Ouais. Tout à fait. Mais moi, je suis complètement d'accord avec toi. Le fait d'utiliser des gros feutres, donc de taille épaisse, effectivement, ça permet de pas mettre de détails, parce qu'on sait pas mettre de détails avec un gros feutre. Et tu m'en avais parlé, j'ai toujours trouvé ça. Je trouve que c'est une bonne explication du concept. Bah, si tu utilises des gros feutres, tu sais pas mettre de détails. Si tu sais pas mettre de détails, bah tu te consacres à l'essentiel. Et non, je suis complètement d'accord avec toi. C'est une super manière de voir la conception de produit. Et ça me fait d'ailleurs penser par exemple au cinéma. Tu vois, au cinéma, généralement, il y a un script qui raconte le film, l'histoire, et puis on fait un storyboard, quoi. Ah oui, exact. On fait un storyboard parce que c'est nécessaire pour que les gens puissent visualiser. Tu sais, celui qui va produire le film, qui va réaliser le film, pardon, il a besoin de plus que du texte d'explication. Il a besoin de voir à quoi ça doit ressembler, quoi. C'est une bonne comparaison, surtout et j'imagine qu'il y a pas mal de gens qui font l'erreur
de passer directement du script à la réalisation sans passer assez de temps sur le storyboard. Et en vérité, le wireframe, ça permet aussi d'être beaucoup moins cher, c'est-à-dire de pouvoir de faire évoluer un produit sur les wireframes, comme de faire évoluer un film sur les storyboards. Ça coûte moins cher que de devoir après rectifier quand t'es passé en production, tu vois. Exactement, ouais, tout à fait. Non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et tiens, tu parlais, on revenait sur tes mémoires là. C'est génial. Moi, je rêve un jour de lire les mémoires de Thibault d'hier, et peut-être même de voir le film. Alors pour l'instant, on n'en est pas au stade de mémoire, mais c'est un projet auquel je réfléchis et ça m'amuserait de le faire. La question, c'est est-ce que ça amuserait beaucoup de gens de les lire? Alors, ouais, moi je suis sûr que oui. Je suis content, toi, que ça t'intéresse. J'aurais au moins un lecteur. Mais la réalité, c'est que c'est un peu une vie. C'est ce que je disais, une vie banale d'un entrepreneur boulimique. Je sais pas trop ce que les gens tireraient, mais bon, surtout que j'ai pas que même si Photolia, ça a une petite réputation, c'est pas non plus des projets comme Mythique, le projet de Marc Simoncini, Consumer, ou comme des boîtes comme Fried et Xavier Niel, qui sont très connus des consommateurs, quoi, tu vois. Ouais, c'est des boîtes B2C, quoi. Ouais. Parler de boîtes, raconter son histoire d'entrepreneur en parlant de boîtes ou de projets qui sont très peu connus peut attirer. Ouais, moi je suis sûr. Okay. Tu dois avoir plein d'anecdotes croustillantes. T'as lu Shoe Dog? Non. Il faut que tu lises ce bouquin. C'est vraiment une tuerie. C'est donc c'est l'autobiographie de Paul Knight, qui est le fondateur de Nike. C'est vraiment génial, quoi. Alors ce qui est vraiment de nouveau, c'est une marque plutôt consumer, donc hyper connue, Nike évidemment, mais le mec a tellement d'anecdotes croustillantes. Enfin, c'est hyper divertissant. En fait, c'est ça qui est génial, c'est que c'est vraiment divertissant. Et je pense que à mon avis, ce qu'il faut faire pour écrire les bios d'un entrepreneur, j'imagine qu'il a l'occasion et l'opportunité de pouvoir raconter ses anecdotes parce que il écrit sur Nike et que du coup les gens achètent son livre, quoi, tu vois. Ouais. Ça aide pas mal. Non, mais bien sûr. Mais je vais attendre de créer une boîte qui sera, on sait jamais, hein, très très connue du grand public, et à ce moment-là, ça sera l'occasion de lancer. Effectivement. Pour l'instant, je vais garder ça pour moi. Effectivement. Bah écoute, il y en a qui pourraient prétendre. Ça me fait une bonne transition. Il y a quelques boîtes qui pourraient prétendre. Iconic House, déjà un peu plus. Kate, les voitures. Gamma, là ça te met carrément dans la ligue des entrepreneurs qui vont dans l'espace. Alors moi je trouve que c'est le niveau final du game, tu vois. C'est quand tu fais un truc dans l'espace à la Elon Musk, quoi, à la Jeff Bezos. Alors moi j'ai vraiment une question zéro bullshit pour toi. Est-ce qu'il y a de l'ego là-dedans? Est-ce que tu t'es lancé dans un projet où t'envoies des voiles solaires dans l'espace aussi pour le côté un peu fame, un peu égo? Écoute, peut-être, c'est pas évident de savoir ce qui tient de l'ego ou ce qui tient de la folie ou ce qui tient de. En tout cas, c'est pas pour gagner de l'argent. Okay. Il n'y a pas de recherche de profit à proprement parler, mais de manière générale, moi, j'ai l'impression que j'ai jamais cherché à optimiser quoi que ce soit. Je fais pas partie de ces entrepreneurs qui cherchent à faire du profit, mais j'ai réalisé que en mettant beaucoup d'énergie, beaucoup de passion dans ce que tu fais, à la fin, ça en ramène et ça peut fonctionner. Mais sur le papier, Gamma, encore moins que tout le reste, ça peut être un jour profitable. C'est surtout un projet de recherche. Honnêtement, il y a peut-être un côté d'ego et le fait de faire quelque chose d'exceptionnel. Je trouve que moi, il y a 20 ans, j'ai fait un mémoire sur les voiles solaires. Donc, explique-nous peut-être un petit peu ce que c'est Gamma. Ouais. Non, Gamma, c'est un projet que j'ai lancé en 2020 avec Louis Gouillon et rejoint par Andrew Notter aujourd'hui, qui est un projet qui va durer très longtemps parce que c'est un projet de longue haleine et ça vient d'une idée. Ça vient d'un projet un TIPE. Donc, quand on est en prépa en France, on doit travailler on a un projet de mémoire qu'on fait et qu'on doit présenter à la fin de l'année. Et ce projet, je l'ai fait 2 années consécutives sur ce qu'on appelle la propulsion photonique, c'est-à-dire la capacité, et c'est sur les voiles solaires. Les voiles solaires, c'est des voiles qu'on déploie dans l'espace, des voiles réfléchissantes. Et quand des photons, c'est-à-dire la lumière du soleil arrive sur ces voiles, elle leur transmet une quantité de mouvement, donc elle les pousse, un peu comme le vent dans une voile de bateau. Et l'idée, ça serait de créer des vaisseaux spatiaux, qui soient propulsés par la lumière du soleil.
et c'est une accélération qui est très faible. Hein. C'est-à-dire que quand tu allumes la lumière dans ta salle de bain, ça vient pousser ton miroir. Évidemment, il y a d'autres forces en jeu qui fait que ton miroir reste immobile. Dans l'espace, comme il y a pas d'autres forces ou très peu, elles sont négligeables. La force de la lumière qui rebondit sur la voile pousse la voile. C'est tout petit, mais c'est constant. Quand tu utilises de la propulsion chimique, par exemple, c'est-à-dire du carburant, comme le fait Elon Musk avec ses fusées, c'est énormément de puissance. Mais dès qu'il y a plus de carburant, il y a plus d'énergie. Donc tu gardes la vitesse que tu as eue au départ, puisque dans l'espace tu gardes la vitesse. Hein, il y a aucune raison que tu la perdes, puisqu'il n'y a pas de frottement, il n'y a pas de force qui vont te faire perdre ta vitesse, mais tu n'accélères plus, ok. Chez nous, tu vas mettre du temps, l'accélération va être très très faible, mais elle va être constante, si bien que il est théoriquement possible d'arriver à propulser des engins à peu près à 10% de la vitesse de la lumière. C'est-à-dire 30 000 km/s, ce qui n'a jamais été atteint par l'homme. Donc l'idée, c'est d'arriver à créer une solution de propulsion qui soit complètement, d'ailleurs, bio, hein, totalement en plus. neutre carbone. Mais bon, on va dire que c'est pas le sujet de la chose. Jean Covici appréciera. Après, exactement. Mais qui permettrait d'aller visiter les confins de l'univers. Hein. Aujourd'hui, pas mal des sujets spatiaux sont limités à la Terre ou orientés vers améliorer nos conditions sur Terre ou sur Mars à la limite, hein, avec les projets d'Elon Musk. L'idée là, c'est plutôt d'envoyer d'aller voyager dans l'espace. Et pour aller voyager dans l'espace, il faut aller très très vite pour aller très très loin. Et c'est techniquement qu'avec des voiles solaires. Donc moi, j'ai fait ce mémoire là-dessus. Avec le CNES, hein, en France, hein, qui est le Centre national d'études spatiales, et 20 ans après, jour pour jour, je me suis dit c'est beaucoup moins cher grâce à Elon Musk justement et SpaceX d'envoyer de déployer des choses dans l'espace, et c'est techniquement réalisable, et j'ai plus d'argent que ce que j'avais quand j'étais étudiant. Et du coup, je me suis dit, je vais lancer ce projet Gamma. J'adorais le nom. Honnêtement, moi, je suis vachement sensible au nom. Et parfois, le bon nom peut m'aider à vouloir davantage avancer dans un projet. Et Gamma, c'est à la fois, hein, le symbole la lettre grecque qui représente le photon, et le voyageur, le navigateur qu'on connaît, Vasco de Gama. Mm-hmm. C'est génial comme nom. Ouais, j'aime vraiment. Et on a lancé ça. On a fait un premier projet qui était le déploiement d'une voile en LEO, c'est-à-dire en orbite basse, à 400 km. Donc l'idée c'était une voile de 70 mètres carrés qui tient à peu près dans la taille d'une boîte à chaussures. Hein. Et il faut savoir qu'une voile, c'est un peu comme une très fine couverture de survie qu'on déploie en faisant tourner doucement. Donc il y a des masselotes et on fait tourner doucement la voile de manière à ce qu'elle se déploie par force centrifuge. L'idée, donc on a lancé, j'ai pas envie de dire des bêtises, je pense que c'était en janvier 2023, on a lancé notre voile. Et depuis, on n'est pas arrivé à la déployer, et c'est un premier échec. Donc, on n'est pas arrivé, et c'est très compliqué de tester dans l'espace. Hein, donc, on a fait tout ce qu'on pouvait. On a eu un problème avec des actuateurs, c'est-à-dire un système mécanique qui permettait le déploiement. Et aujourd'hui, on doit lancer, et ça se fait comme ça tout le temps dans les missions spatiales. Hein, là, c'était Gamma. C'était Gamma Alpha, et il faut qu'on lance Gamma Beta, et le problème, c'est que ça coûte énormément d'argent, que on n'a pas de business model à proprement parler à très court terme. Donc on fonctionne pas mal sur l'argent des investisseurs, qui sont pas nombreux non plus à croire ou à pouvoir financer ce type de projet, et on est en train d'essayer de réfléchir à utiliser nos voiles pour faire de la désorbitation, c'est-à-dire que pour être utilisé comme des grands parapluies pour pouvoir freiner les satellites, de manière à les désorbiter, ce qui est une législation aujourd'hui. Quand tu lances quelque chose dans l'espace, un satellite dans l'espace, tu dois penser à la manière dont il va être désorbité pour pas qu'il reste sous forme de déchets sur les orbites, notamment les orbites chargées comme les orbites basses. Et voilà. Et j'espère pouvoir. Aujourd'hui, moi, j'ai pas le temps, hein, de m'occuper. C'est des projets sur du très long terme. Je sais que je m'y suis mis beaucoup
18 premiers mois, 2 premières années. Je sais que je vais m'y remettre, mais entre-temps, j'ai Andrew Notter, un ami et qui est le CEO de la boîte, qui aujourd'hui gère cette boîte. Et je sais que j'y reviendrai. Et je pense qu'il va falloir que je trouve du financement ou peut-être attendre qu'une de nos boîtes, un Notion, se vende et permettra de financer un projet auquel je crois et que je lancerai. Je suis déterminé pour qu'un jour on y arrive. Il y a eu pas mal d'expérimentations qui ont été faites, mais j'ai aucun projet qui est allé encore jusqu'au bout et qui a permis de tester en pratique la théorie des voiles solaires, quoi, tu vois. Et notre mission, ça serait de faire un vol, de faire le tour de la Lune et de revenir pour pouvoir tester le principe. Mais voilà, hyper excitant comme projet. Et oui, de l'ego, je sais pas, mais en tout cas, le fait de toucher aux confins, d'aller visiter les confins de l'univers et de faire et ce côté poétique d'une voile poussée par le soleil, ça m'a toujours ultra excité, quoi. Ouais, mais en fait, c'est vraiment moonshot pour le coup comme projet. Mais c'est en fait, moi je trouve que c'est le génie d'Elon Musk. Hein. Alors je sais pas si c'est juste du storytelling, mais c'est que quand il dit on va aller sur Mars, bah, en fait, pour aller sur Mars, il fait une boîte qui envoie des satellites, il fait Starlink, il fait du pognon. Et donc ça finance, quoi. C'est un truc que les gens comprennent pas, ça. Ils critiquent Elon Musk dans tous les sens, mais en fait, pour un jour avoir des petites voitures, on pourra faire la transition sur les petites voitures sur Kate. Bah, il a créé effectivement d'abord un Roadster qui coûte très très cher, et puis une modèle S qui coûte un peu moins cher, et puis un modèle 3 qui coûte encore moins cher, puis un modèle Y. Et en fait, il faut gagner de l'argent. Si on n'a pas d'argent, on fait rien, quoi. Et tu le dis toi-même, la voile solaire, bah, ça serait bien de trouver un projet qui fait que ça puisse être rentable. Parce que du coup ça finance le moonshot, ça finance le truc un peu délirant, quoi. Et la beauté d'Elon Musk, c'est effectivement qu'il a ce qu'il appelle des master plans, hein. C'est-à-dire qu'il a un plan en 3, 4, 5, 6 coups qui va lui permettre d'atteindre un objectif qui est très 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 ambitieux, notamment effectivement celui d'aller sur Mars, et que pour ça il faut arriver à faire en sorte de pouvoir envoyer des fusées, de pouvoir envoyer du matériel à moindre coût sur Terre, en orbite, et du coup la création de SpaceX et de ces fusées réutilisables, et que ces fusées réutilisables, ça lui a donné l'opportunité, et ça je crois que c'était pas dans le plan, mais qu'il l'a trouvé chemin faisant, la possibilité de créer des constellations de satellites, et notamment de créer Starlink, qui va lui permettre de financer son projet. Et depuis le départ, hein, moi je sais qu'il faut avoir un master plan pour les voiles solaires, et on se pose la question de comment entre zéro et envoyer une voile solaire dans les confins de l'univers, comment on peut avancer, notamment en trouvant quelque chose qui soit rentable et qui génère de l'argent, et on n'a pas trouvé. C'est-à-dire que malheureusement, ça fonctionne pas sur tous les projets, mais c'est ce que Elon Musk fait extrêmement bien. Le coup de Starlink, j'ai l'impression que c'est un gros coup de chance, pas un gros coup de chance. Ça s'est bien mis, c'est-à-dire que je sais pas s'il l'avait, on parlait des choses sur lesquelles parfois que tu découvres chemin faisant, et je pense que l'opportunité de créer une constellation pour l'internet par satellite, qui est pour moi qui va être un succès, mais genre planétaire, sans mauvais jeu de mots, et qui va lui rapporter énormément d'argent. Je pense pas que je sais pas si ça avait été prévu dès le départ, quoi. Tu vois, dans les années 2000, au moment où il lance SpaceX, quoi. Ouais, clairement. Bah c'est un peu le Rockefeller moderne, quoi. Tu vois, aujourd'hui les satellites, c'est les voies ferrées, tu vois, d'il y a 100 ans, quoi. Donc effectivement, il est extrêmement bien positionné. Et t'as raison, je suis assez d'accord avec toi. Je pense qu'il l'avait pas forcément prévu, mais à partir du moment où on est dans l'action en permanence, comme il l'est, bah effectivement, tu vois une opportunité. T'as inventé une fusée qui permet d'envoyer des satellites pas chers. J'imagine que quand t'es Elon Musk, tu te poses la question comment je pourrais l'utiliser pour moi, quoi. Forcément, ouais, forcément. Et j'entendais là récemment le directeur de l'agence spatiale française, là, je sais plus comment ça s'appelle, qui a fait Ariane, tu vois. L'ESA. Ouais. Il parlait d'Elon Musk. Il dit. Ouais, c'est ça. Il parlait, il disait que en fait 70% des satellites qui sont dans l'espace sont des satellites à Elon Musk, quoi, aujourd'hui. Ouais. Ce qui est quand même ce qui est quand même fou, hein, quand il pense. Enfin, ça pose évidemment des questions sur la concentration du pouvoir et sur la souveraineté spatiale. Pour parler, j'ai entendu cette interview controversée
Oui. de Arianespace. Ouais, après, voilà. Mais ça reste, l'info, moi, que j'ai retenu, c'était surtout ça. Et effectivement, tu dis, quand tu vois, il a eu un impact. Enfin, moi, j'ai lu sa bio, là, à Elon Musk. Il a eu un rôle dans la guerre en Ukraine, en fournissant à l'Ukraine des moyens de communication avec Starlink, parce que les Russes avaient coupé leurs moyens de communication. Et à un moment donné, il a jugé que c'était plus aligné avec ses valeurs. Et donc, il a coupé, quoi. Donc le gars a littéralement un impact sur un conflit géopolitique à l'autre bout de la terre en disant oui, j'autorise pas l'accès à Internet. Donc ouais, ça pose quand même des questions forcément sur le pouvoir que ça lui confère, mais après, et les responsabilités. Ouais, bah oui. Ouais, donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles il y a beaucoup de gens qui râlent sur Elon Musk. De manière générale, ce que les gens aiment pas avec les ultra riches, c'est la concentration du pouvoir qui va avec, je pense. Le fait de pouvoir s'acheter Twitter, c'est quand même forcément, c'est quand même questionnant. Acheter Twitter et puis restaurer le compte de Trump. Enfin, et c'est questionnant dans les deux sens. Hein, le fait que Twitter ait pu avant ça couper le compte d'un ancien président des États-Unis. C'est hyper complexe, hein, toutes ces questions de liberté d'expression. Voilà, tu n'es pas obligé de te lancer là-dessus. Hein. On n'est pas obligé de partir là-dessus. Non, mais moi, j'ai un peu mon avis sur le sujet. Hein. Effectivement, Elon Musk, il encourage une liberté d'expression radicale. Moi, je pense qu'on n'a pas plus, que la liberté, elle doit être, tu vois, le contrat social de Rousseau, hein, qui dit que la liberté des uns s'arrête là où celle des autres commence, et que la liberté, elle est définie par des contraintes par des règles qu'on y met, tu vois. Et je pense que comme on n'a pas le droit de tout faire, être libre de faire, c'est pas être libre de tout faire, quoi, tu vois. Et c'est le fait de le faire dans un cadre légal, et plus qu'un cadre légal, un cadre social, quoi, tu vois. Et je pense que la liberté de tout dire, la liberté d'expression, c'est pas la liberté de tout dire, c'est la liberté de dire des choses dans un cadre légal, ce qu'il accepte dont on soit peu, mais aussi dans un cadre social où tu dois être responsable. Où tu dois être responsable, et ta responsabilité, elle dépend du pouvoir ou de la visibilité que tu as, quoi, tu vois. Moi, je pense pas que la liberté d'expression, que Elon Musk a la liberté de dire tout ce qu'il veut, de la même manière que toi, tu as la liberté de dire tout ce que tu veux, quoi, tu vois. Non, parce que l'impact de ce qu'il raconte, notamment, par exemple, sur des fake news, hein, qui sont pas légales à proprement parler. On a le droit évidemment, on a le droit plus ou moins de supposer de donner des hypothèses sur le fait de remettre en question les élections de 2020, par exemple, de Trump. Hein. On a le droit de le faire, hein, si on met les formes, etc. Mais la responsabilité qu'on le prend à le faire quand on s'appelle Donald Trump ou Elon Musk sont extrêmement importantes et peuvent remettre en cause la démocratie à proprement parler, quoi, tu vois. Ouais. Donc la liberté d'expression, elle peut pas être la même dépendant du pouvoir que tu as de dire, quoi, tu vois. Et moi, je trouve qu'il y a un peu d'amalgame que j'ai l'impression que la liberté d'expression que défend Musk, c'est la liberté de tout dire. Et ce qui est pas ma définition de la liberté d'expression, tu vois. Ouais, non, mais t'as raison. Rousseau, c'est le bon exemple. C'était la bonne citation. Je suis assez d'accord avec toi. C'est vrai. Ça doit être hard, hein, d'avoir autant de pouvoir quelque part. Et en même temps, le mec est capable de tweeter 50 fois par jour. Hein. Enfin, c'est ouf. Ça donne du pouvoir et ça confère des responsabilités. Et au niveau des responsabilités, après, parfois, c'est hyper important d'avoir un contre-pouvoir qui défend une liberté d'expression dans un pays où la plupart des médias sont complètement orientés, dans laquelle dans la plupart ils parlent souvent, hein, de alors moi je suis pas forcément de l'avis de Trump, mais le wokisme tel qu'il parle, hein, a fait que les langues restent liées, plus personne n'ose rien dire, et c'est un peu contre tout ça que Trump et Elon Musk se rebellent à leur façon, quoi, tu vois. Mais ouais. On part sur un terrain glissant là, Thibaut. Et des responsabilités, et je trouve que parfois il oublie un peu les responsabilités
qu'il a en tant qu'homme de pouvoir, quoi. Ouais, non, mais c'est vrai. Et tu le vois, tu le vois quand en un tweet, il est capable de faire perdre 10% de capitalisation boursière à une société à l'instant, quoi. Enfin, instantanément. Moi, je dis, je sais pas, j'admire et en même temps, ça fait froid dans le dos, autant de pouvoir et quand même d'être capable de tweeter tout et n'importe quoi à longueur de journée. Moi, je trouve ça, c'est tellement un ovni, ce mec. Ah, c'est un ovni, c'est ça. Je veux dire, je ne sais même pas comment il arrive à tweeter ce qu'il tweet. Et je suis moins impressionné par le volume, parce que ça, tu trouves des solutions, que par le contenu. Ouais, c'est clair. C'est tellement perché ce qu'il raconte. C'est mythique. Même en essayant d'être aussi taré que lui, moi, j'arriverais pas à 1% de ce qu'il arrive à faire, quoi, tu vois. Ouais. Et ce qui est fou, c'est que de l'extérieur, enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais de l'extérieur, ça a l'air, il a l'air d'avoir une vie, enfin, je sais pas si t'as lu sa bio, mais il a l'air d'avoir une vie tellement désorganisée, tellement chaotique. Et malgré tout, arriver à créer ce qu'il crée, c'est quand même, enfin, c'est ouf, hein. Écoute, moi, ce que je retiens de sa bio, c'est que c'est un homme malheureux. Mm-hmm. Ok. C'est pas un homme heureux. Et il dit, je sais pas si c'est lui qui le dit, mais je crois que c'est l'auteur de la bio, hein, qui dit que dans la vie, il faut choisir entre être heureux et légendaire. Et quand tu choisis d'être légendaire, tu choisis forcément l'obsession. Parce que pour créer des grandes choses, il faut être obsédé. Et que pour le coup, l'obsession, c'est à peu près diamétralement opposé au bonheur, quoi, tu vois. Mm-hmm. Et c'est toujours cette question, alors à nos niveaux, hein, moi je me pose toujours à mon petit niveau, la question de savoir, je suis évidemment boulimique de lancer plein de projets, et en même temps j'ai quand même fondamentalement envie d'être heureux, aligné, serein, posé, et je trouve que Elon Musk, il fait tout ce qu'il est, il est très visible, il a beaucoup de pouvoir, il lance énormément de choses, les gens lui amènent beaucoup de reconnaissance, mais par ailleurs derrière, il a pas l'air d'être heureux, en tout cas en lisant sa biographie, et du coup je trouve c'est pas vraiment moi la vie auquel j'aspire, tu vois. Et je me suis toujours demandé si c'est possible d'être à la fois de faire toutes les choses que tu as envie de faire et d'aller toujours plus loin, et en même temps d'être posé, heureux, paisible, et de prendre le temps sur la vie, sur les choses, sur les gens autour de toi, avec les gens autour de toi. Je sais pas. Ouais. Il faudrait deux vies. Hein. Il faudrait deux vies, une pour faire l'un, une pour faire l'autre. T'as l'impression que les entrepreneurs qu'on met en avant, en tout cas, et qui ont énormément réussi, notamment les entrepreneurs américains, c'est pas forcément les gens qui ont été les plus heureux dans leur vie, quoi, tu vois. Ça dépend de ce que tu cherches, tu vois. Je veux dire, nous on a envie de croire, on nous a fait croire que le but de l'existence c'est la recherche du bonheur. Peut-être que d'autres ont d'autres aspirations, tu vois. Ouais, non, c'est clair. Je sais pas trop quoi en penser, c'est trop philosophique pour moi, Thibaut. non, mais c'est pas vrai, je blague, mais je pense qu'on pourrait en parler pendant des heures et des heures. C'est un peu l'histoire de la vie. Juste, j'avais envie on a beaucoup parlé d'Elon Musk, du coup Tesla, du coup voiture électrique, du coup Kate, qui est un projet dans lequel t'as aussi contribué. Tu peux m'expliquer ou nous expliquer, enfin là pour le coup je connais pas bien, je crois qu'on en a jamais vraiment parlé en privé. Kate, aujourd'hui on a un tournant, on a un moment compliqué chez Kate par ailleurs, mais l'idée initiale elle vient, alors pour le coup il n'y a pas d'ego, pour le coup il y a vraiment une conviction très forte. J'avais une conviction très forte sur les voitures électriques en 2000, je me rappelle, j'ai eu mon permis tard. J'ai eu mon permis en arrivant. J'avais pas eu mon permis en France. J'avais loupé une fois. Du coup, je l'ai passé en Belgique quand j'y suis arrivé à 25 ans. Et du coup, j'ai eu mon permis là-bas. Et depuis, je m'étais promis de ne conduire que des voitures électriques déjà en 2005. Et je comprenais pas comment c'était imaginable d'imaginer un futur qui soit pas dans le sens de l'électrique. Il s'avère que j'ai des voitures électriques, j'ai eu des voitures électriques, j'ai aussi eu des voitures thermiques. Aujourd'hui, j'ai les deux. J'ai une grosse voiture qui a un diesel, un van, et une petite voiture que j'utilise tous les jours, qui est une petite Zoé que j'utilise pour ce qu'on appelle la mobilité quotidienne. Chez Renault, quoi. Chez Renault, ouais. Elle est très vieille, elle doit avoir 8-9 ans, hein, tu vois, donc à cette époque-là, des petites voitures électriques, t'en avais pas des masses. Je sais pas si aujourd'hui j'achèterais la même. En 2012, donc il y a longtemps, hein, j'ai acheté une Twizy. Je pense que j'étais le premier gars en Twizy à Bruxelles. Je me souviens très bien de ça. Je me souviens très bien de toi avec je me souviens de toi. T'arrivais à l'ICAB à l'époque avec ta Twizy. Et ouais.
Ok. J'ai pas eu très longtemps, mais parce que j'ai eu un choc frontal. Il y a un gars complètement bourré qui m'est rentré dedans un soir, ça m'a sauvé la vie, cette Twizy, dans le sens où en fait je venais de troquer mon scooter pour la Twizy, tu vois. Donc je me suis toujours dit, et du coup j'ai eu une espèce d'attachement mental à cette bagnole, et je me suis toujours dit, je sais pas pourquoi, c'est un ovni, mais ça me semble être le futur de l'automobile, quoi, tu vois. Et depuis, j'ai développé une théorie depuis c'est quoi 2014 à peu près, où je me suis dit que le futur de la mobilité quotidienne, c'est-à-dire des voitures qu'on utiliserait au jour le jour, c'était des petites voitures électriques. Dès que j'ai commencé à rencontrer pas mal de constructeurs de voitures de golf, parce que je me suis dit que c'était une voiture de golf carénée qu'il fallait. J'ai réalisé que en fait les gens qui font des voitures de golf sont surtout des importateurs de voitures de golf chinoises qui sont assemblées là-bas. Et du coup, il n'y a pas de projet industriel. Je m'étais dit qu'il fallait que, pour le coup, peut-être inspiré par Tesla, qu'il fallait, pour accélérer les choses, racheter une marque existante, quoi, tu vois. Et jusqu'à 2019, où je tombe sur des petits véhicules qui s'appellent des no-smoke. Ces no-smoke, c'est des petits véhicules de plage. Et en fait, ils ont rien à voir avec la cible. Moi, je veux créer. Enfin, mon idée, c'était de créer une voiture pour tout un chacun, tu vois. Et là, c'est des voitures plutôt de luxe qui sont des mini-moques. C'est un peu l'équivalent de la Méhari anglaise, la Minimoc. Je me dis, cette voiture, c'est pas du tout la voiture que je veux construire, mais dans la taille, dans l'esprit, elle ressemble à ce que j'ai envie de construire. Donc, est-ce que ça pourrait pas être une bonne idée? Donc, je contacte les propriétaires, qui est une boîte dans les Deux-Sèvres, en France, dans le nord, dans l'ouest de la France, et je réalise que derrière, en fait, c'est une boîte industrielle qui assemble. Alors, elle fait pas tout, mais elle est autour de, elle a un écosystème de fournisseurs qui fait qu'elle assemble une voiture qui ressemble très fort à la voiture que j'ai envie. Donc, j'investis dans la boîte, puis après, je la rachète. Et je me dis que ça va être le début, et je renomme le projet Kate. Un peu comme je fais avec eFounders Exa, je recrute un couple de co-founders, Pierre et Mathias, et on se lance dans l'aventure. L'idée, c'est de continuer à créer ce projet No Smoke de petites voitures de plage de luxe qui nous permettent de financer justement un peu comme tu parlais d'un master plan, qui nous permettent de financer un projet plus ambitieux qui est celui de créer une voiture pour la mobilité quotidienne. La mobilité quotidienne, c'est 98% des déplacements des Européens. Ça correspond au trajet de moins de 80 km. Tu vois. Et pour ça, moi, je pense qu'on a besoin d'une petite voiture qui fait 3,50 m de long, 3 à 3,50 m de long, 1,50 m de large et qui pèse moins de 450 kg. Ça correspond à une homologation qu'on appelle L7, qui est en dessous de l'homologation M1. Et du coup, on se dit, on va continuer à faire nos smokes et en parallèle, on va développer ce projet Kate, qui est l'idée d'une voiture 4 places, petite, pas très chère, qui puisse être utilisée comme au début comme première voiture, puis après on s'est dit comme seconde voiture, c'est-à-dire l'idée c'est surtout en ruralité, en zone périurbaine, on s'intéresse pas vraiment à la ville, parce que la ville, la mobilité est multimodale, il y a beaucoup de transports en commun, beaucoup de vélos cargo. Ce qui nous intéresse notamment, c'est là où vivent une énorme partie de la population, c'est-à-dire les zones périurbaines et la ruralité. Et on pense que pour aller dans un premier temps, on veut être la deuxième voiture, c'est-à-dire que tu as ta Scénic, tu as ton Renault Scénic, et à côté, tu as ta petite voiture Kate, que finalement tu utilises tous les jours, qui a beaucoup moins d'autonomie qu'une voiture classique, mais en vérité, t'as pas besoin d'une autonomie grande quand tu feras jamais de trajet de plus de 50 à 80 km dans la journée, quoi, tu vois. Et qu'à terme, tu vas tellement utiliser cette voiture, d'accord, que ta deuxième voiture, ton Renault Scénic ou ta Tesla Model 3, qui est la voiture la plus vendue aujourd'hui en Europe, de 2 tonnes, tu vas décider de ne plus jamais l'acheter, de la louer, de la partager ou d'utiliser un système de flotte. Voilà. Donc on en est là. Ce qui s'est mal passé, c'est que finalement on a beaucoup mis notre énergie sur la nouvelle voiture en oubliant un peu notre business model qui était No Smoke, et puis on n'a pas été aidé par pas mal de problématiques qu'on a rencontrées. Et No Smoke a déposé le bilan, est en redressement aujourd'hui. Va être redressé, mais du coup ça a mis un peu un frein au projet Kate, et aujourd'hui je suis en train d'essayer, je suis déterminé, ça s'appelle Small aujourd'hui, je trouve le nom incroyable aussi, c'est Smart Mobility for All,
Et l'idée, c'est de créer l'anti-Tesla. Tesla, c'est la performance, la puissance, la solidité, c'est le Cybertruck. Nous, on a envie de s'appuyer sur une petite voiture sobre, low-tech, petite et cute, tu vois. Et nous, on pense que ça correspond à ce dont on a besoin en Europe pour la mobilité de tous les jours, tu vois. Alors, je dis pas que aux États-Unis, il faut pas créer un Cybertruck. La mobilité quotidienne là-bas est complètement différente. La densité de l'espace est répartie complètement différemment. Enfin, la population est répartie complètement différemment, etc. Mais pour nous, moi, ce dont je suis persuadé, c'est que en Europe, des voitures de 2 tonnes 5 électriques, c'est une aberration économique et écologique. Mais par contre, des petites voitures électriques, ça fait du sens à la fois économiquement, parce que ça coûte beaucoup moins cher qu'une voiture à combustion classique, et ça a beaucoup de sens écologiquement aussi, quoi. Donc voilà, ce projet qui existe toujours. Honnêtement, je reparlais de repenser à ces mémoires. J'ai réalisé que, en fait, on n'est pas entré dans le détail, mais entre le moment où j'ai lancé eFounders et le moment où j'ai décidé de faire du studio, j'ai fait pas mal d'itérations, notamment, j'en parle jamais, mais j'en parlerai dans les mémoires, mais j'ai lancé un studio d'applications mobiles en 2008, où j'ai lancé 3 applications mobiles qui a été un échec fulgurant, et dans lequel j'ai beaucoup appris. Donc, ça me rassure. Je me dis que un projet, c'est jamais linéaire. Il y a des hauts, il y a des bas. Que quand on te demande de raconter une histoire, tu pars tout le temps du moment qui t'arrange. Mais je crois toujours, et tu racontes toujours, et surtout quand tu as la capacité à distordre la réalité, tu racontes toujours l'histoire comme tu veux, mais qu'en réalité, les projets sont complexes. Donc voilà, je désespère pas. Je cherche toujours des solutions pour trouver ce projet small. J'ai malheureusement pas le temps, et ça, je trouve que c'est une force d'Elon Musk, cette capacité à être le CEO de plusieurs boîtes en parallèle. Moi, je suis très impliqué dans Exa aujourd'hui. Je peux, à la limite, accompagner une équipe sur un projet existant, tu vois, en définissant la stratégie et en donnant le rythme, mais je suis incapable d'être au jour le jour la personne qui va gérer plusieurs projets en parallèle. J'ai essayé de le faire avec Folk et j'ai vu que c'était très compliqué, le projet dont tu parlais tout à l'heure. Mais je crois, en tout cas, que ça soit nous ou que ça soit quelqu'un d'autre, ce que je peux garantir et ce que je peux dire noir sur blanc là, c'est que dans 10 ans, une voiture sur 2 qui sera vendue, un véhicule sur 2 qui sera vendu, sera un véhicule de type L7 c'est-à-dire un véhicule électrique de moins de 450 kg. Aujourd'hui, on connaît les L6. Les L6, c'est les Citroën Ami, par exemple, ou les Twizy. Et nous, on pense que le futur, c'est un véhicule intermédiaire qui soit entre ces véhicules-là, qui sont un peu des véhicules gadgets pour les villes, pour les centres urbains, et les véhicules M1, qui sont les véhicules classiques tels qu'on les connaît. On pense que le véhicule électrique intermédiaire, il va se positionner là, et que ça va représenter au moins la moitié des ventes d'ici 10 ans. Donc, on pourra revenir sur ce podcast et vérifier si tu as raison, et en espérant qu'on fasse partie du lot. Mais sinon, c'est pas grave. Moi, j'ai juste, je serais content que la prophétie se réalise, au-delà d'en faire partie à proprement parler, quoi. Ouais. En tout cas, tous les spécialistes, Jean Covici, pour revenir encore à lui, prônent ce genre de choses. Effectivement, il considère que l'électrique c'est une très bonne idée, mais que le gros problème de l'électrique aujourd'hui, c'est que les voitures sont trop grosses, trop lourdes, et donc c'est un peu un non-sens en fait. C'est une fausse bonne manière de régler le problème du thermique, c'est de faire des voitures électriques très grosses, très lourdes. Donc, je pense que t'as totalement raison, c'est totalement dans le sens de l'histoire. Moi, j'adorerais voir ça. Moi, j'ai une Tesla, bon, j'ai changé, mais j'ai eu une Tesla pendant 4 ans là. Et effectivement, je crois que sur 4 ans, j'ai chargé 4 fois en dehors de chez moi. Donc, il y a toujours cette question de ah oui, mais est-ce que le réseau de charge est suffisant? En fait, on charge essentiellement chez soi. Et t'as raison, j'aurais pu très bien me débrouiller avec 100 km d'autonomie. Dans la majorité des cas, j'ai pas besoin de 400, 500 km d'autonomie. Donc, la Tesla, c'est une voiture incroyable. Moi, j'ai eu une Tesla aussi à une époque. J'ai eu une Tesla X en 2014, je crois. Donc, il y a 10 ans. C'était le tout début. D'ailleurs, c'était compliqué parce qu'il a fallu amener beaucoup de fois au garage. Mais c'est le principe de Tesla et c'est ça qui est génial. De pas attendre que le produit soit complètement fini pour le mettre sur le marché et de faire un peu comme... Ils font des MVP, quoi. Agile, exactement, d'avoir un développement agile comme on fait dans le software sur de l'hardware, et c'est des super beaux véhicules, mais la réalité de l'usage,
fait que ta Tesla, t'en as utilisé les performances ou les performances que très peu, sa capacité d'accélération, sa vitesse maximale et sa full autonomie, tu l'utilises peut-être 3-4% du temps, Ouais. et que le reste, t'as une voiture en vérité qui est 4 à 5 fois trop lourde, trop rapide, avec trop d'autonomie. Et ça, c'est pas, du coup, ça n'a pas, du coup, ça n'a que peu de sens dans l'usage. Et à la fin, t'es tout le temps rattrapé par l'usage, c'est-à-dire que ça, du coup, tu t'achètes une voiture trop chère par rapport à ce dont tu as besoin, et ça, c'est pas viable à terme, c'est-à-dire que ça marche qu'un temps quand il y a du hype, mais ça marche pas, moi je pense, sur le long terme, quoi. Ouais. Et le projet, effectivement, tu as tout à fait raison. Moi, j'ai lu, là, j'ai devant moi le bouquin, le plan de transformation de l'économie française, qui est le bouquin du Shift Project, qui est ce think tank qui est l'idée par Jean Covici. Et il y a un chapitre sur la mobilité quotidienne, et il parle effectivement de la micro-voiture, qui est exactement ce auquel on croit, qui est à la fois une bonne réponse pour la transition énergétique. Il faut savoir que l'empreinte carbone de la mobilité quotidienne, c'est 11% de l'empreinte carbone générale. Donc tu viens régler ce problème-là. C'est un problème à la réindustrialisation en Europe. On a perdu beaucoup de nos industries, et c'est un projet techniquement faisable dans nos contrées, et sur lequel finalement on n'a pas beaucoup à perdre par rapport à, sur lesquels par exemple les Chinois n'ont pas beaucoup plus de valeur ajoutée que nous. Et un gros projet sur le pouvoir d'achat. Les gens dépensent aujourd'hui beaucoup trop sur leur voiture. Il ferait mieux de dépenser ailleurs. Et c'est une aberration économique que le modèle le plus vendu en France, toutes catégories confondues, soit la Model 3, tu vois. C'est une très très belle voiture, mais il y a qu'une infime partie de la population qui peut se le permettre, et qui l'utilise pour qu'une infime partie de ce pourquoi elle est faite, quoi, voilà. Ouais, ce qui est effectivement beaucoup de gaspillage en fait, dans tous les sens, quoi. Donc, projet Kate, très compliqué pour le moment, mais on va trouver des solutions. C'est encore une fois, si j'avais davantage d'argent, ça serait plus simple. Mais aujourd'hui, on est tributaire on essaye de lever de l'argent, avec des VC, et les VC sont pas prêts à financer des projets de ce genre. Ce qui est dommage. Moi, je pense que les projets du futur, les gros mastodontes du futur, ce seront les projets industriels. Mais je me rappelle, les VC, ils ont tout le temps un peu quelques années de retard. En 2011, au moment où on a lancé eFounders, on cherchait à lever dans nos projets SaaS, et tout le monde ne jurait que par les marketplaces et l'e-commerce. On leur disait, mais regardez Salesforce qui cartonne, regardez Zendesk, ça fait 4 ans qu'ils sont là, et ils ont créé un modèle SaaS qui est plutôt positif, etc. Rien n'y faisait. Il a fallu qu'on attende 2, 3, 4 ans. En 2014, tout le monde ne jurait que par le SaaS, et plus personne n'investissait dans l'e-commerce, dans les marketplaces. Et aujourd'hui, j'ai beau dire à des VC, mais regardez, en fait, les futures boîtes de demain, c'est certainement pas Google, Facebook, mais c'est regardez Nvidia, regardez Apple, regardez Tesla, regardez SpaceX, et elles sont déjà là, quoi, tu vois. En fait, le futur, il est déjà aujourd'hui, mais c'est très dur de convaincre des VC, surtout qu'ils ont été biberonnés un peu comme nous, à un monde dans lequel on a imaginé que les seules boîtes qui pouvaient être rentables étaient des boîtes de software, tu vois. Et moi, j'ai dû changer ma manière de fonctionner par rapport à ça, et les VC ont besoin d'évoluer sur ces sujets-là aussi. Ouais, après, on peut pas complètement leur donner tort. Si on regarde finalement les boîtes, si je prends Thibaut Lézière, les boîtes dans lesquelles ils galèrent le plus, ça reste des boîtes de hardware, tu vois. De ce que tu viens de m'expliquer là, en tout cas, le startup studio, qui fait des SaaS B2B, il se porte à merveille. Les boîtes plus compliquées, c'est une boîte de voile solaire, c'est une boîte de voiture. C'est plus compliqué malgré tout. C'est ça que je veux dire. L'hardware, on a beau dire ce qu'on veut. Ouais, c'est plus compliqué, mais après, il y a des projets hardware qui vont être bons, et des projets hardware qui seront pas bons, et des projets hardware rentables, des projets hardware moins rentables, quoi, tu vois. Clairement, la voile solaire, telle que le projet est défini aujourd'hui, je comprendrais que des VC rentrent pas dedans, mais un projet de Kate, si tu regardes, les petits acteurs qui font des voitures sans permis, des voitures sans permis aujourd'hui, qui sont des petites voitures qui, ils sont en train d'exploser, et ils ont des taux de rentabilité, qui sont proches du software, quoi, tu vois. Donc, en vérité,
et tous les projets, évidemment, c'est pas parce qu'un projet hardware que c'est un bon projet, mais moi je pense que comme dans les 20 dernières années ou 30 dernières années, les gros acteurs, les grosses boîtes, les plus grosses boîtes de la planète ont été des boîtes software. Je pense que dans les 30 prochaines années, les grosses boîtes de la planète seront des boîtes hardware, quoi, industrielles. Ouais, c'est tout à fait possible, effectivement, et c'est très lié au monde dans lequel on vit, quoi. Et les VC, ils veulent investir dans les boîtes qui seront les plus grosses boîtes du futur. Donc, bon, après, si on attend les VC pour prendre des décisions innovantes, ils sont assez moutonniers, quoi. Enfin, tu vois, ils sont complètement moutonniers. Mais après, il faut être meilleur que les autres pour arriver à les convaincre avant tout le monde. Et pour l'instant, on n'y est pas arrivé. Ouais, ok. Être meilleur que n'importe qui. Moi, je suis sûr que ça va fonctionner. C'est vrai que Kate, c'est vraiment un super projet que vous avez là. Si je peux te donner mon avis perso, zéro bullshit. Effectivement, quand on arrive sur le site, en fait, bêtement, de Kate, on se dit oula, on est dans zéro bullshit, donc je vais le dire comme je le pense. C'est moche. Tu vois, c'est relativement moche comme bagnole. Enfin, je me vois, en tout cas, allez, si je suis pas aussi dur, je me vois pas avoir une voiture comme ça en Belgique. Tu vois, dans le sens où il pleut tout le temps. Donc ça fait très. Mais là, ça c'est la no smoke, hein. C'est la quoi? Donc la Kate, en fait, le Kate le site c'est Kate.tech. Tu vas sur cette voiture là, c'est la voiture de plage, hein. Oui, c'est ça. Mais c'est ce qu'on voit immédiatement, en tout cas, tu vois. Et donc, moi, c'est l'image que j'en ai aujourd'hui, tu vois. C'est effectivement, comme tu disais, une voiture plutôt pour des riches qui ont une maison au soleil et qui s'achètent une voiture électrique pour je sais pas trop bien quoi, aller chercher la baguette dans le centre du village le matin. Mais j'arrive pas à m'identifier, à me dire ah bah tiens, ils sont en train de construire la voiture du futur pour la mobilité à la campagne belge, quoi, tu vois. On n'a pas encore relancé le projet Small, hein. Donc on n'a pas encore publié, on l'a pas encore rendu visible, hein. C'est ce projet qu'on appelle Small. Kate, ça va être le nom de No Smoke, ça va être le nom de cette voiture, hein, qui restera la voiture de plage. Et on travaille depuis 2 ans, 3 ans maintenant sur le projet Small, qui est cette voiture pour la mobilité quotidienne. Et là, on n'a pas encore rendu visible quoi que ce soit. Mais c'est ça que vous présentez au VC, on est d'accord. C'est cette voiture-là. C'est Small. Oui, c'est ça. Ouais. Kate, en fait, Kate, c'est le jugement est aujourd'hui. Et ça devrait être redressé et racheté par quelqu'un qui est spécialisé dans ce domaine-là. Du coup, on abandonne. Alors, du coup, on pourrait se dire que finalement c'était une erreur d'avoir acheté une boîte existante, un peu comme tu l'as lu dans le livre. Elon Musk regrette d'avoir pris du temps à lancer son Roadster, ou s'il devait refaire les choses, il se passerait du Roadster. Moi, je pense qu'il pourrait pas parce qu'il a tellement appris et on se rend pas compte à quel point on apprend. Moi, j'ai découvert dans la galère de Kate et de cette voiture, j'ai découvert la complexité du hardware, les problématiques de production, les problématiques d'approvisionnement, les problématiques d'homologation. Je suis devenu honnêtement assez expert de cette homologation de ce type de véhicule qui s'appelle L7. Je connais l'écosystème, je sais comment ça marche. Et ça n'a pas de prix, quoi, tu vois. Ouais, et j'ai appris aux dépens, mes dépens, parce que j'ai investi énormément d'argent dans un personnel, dans la boîte, et j'ai beaucoup perdu. Mais j'espère mais c'est grâce à ça. Si on devait refaire l'histoire un jour, s'il n'y avait pas eu cette expérience de Small, je pense pas qu'on puisse. Si un jour Small doit fonctionner, ça sera aussi parce qu'il y a eu cet échec-là. Et il faudra jamais l'oublier, tu vois. Ouais, c'est ça. Ok, mais donc c'est vrai que c'était pas très clair pour moi. Kate, Small, comme Small n'est pas encore visible, c'est vrai que j'avais pas tout à fait capté. Mais moi je suis sûr que ça va marcher. Je suis sûr que ça va marcher. Si tu sais quoi, si tu appliques ce dont on discutait tout à l'heure sur l'aspect design, c'est-à-dire si tu mets l'accent vachement sur le fait de faire une jolie voiture. Je pense qu'il n'y a pas de raison. Le reste c'est validé, hein. Petite voiture, pas chère, électrique, facile pour l'usage quotidien. Tout ça, c'est validé. Si elle est jolie et qu'elle est pas chère, il n'y a pas de raison que les gens l'achètent pas. Hein. Non, je suis d'accord. Après, bon, c'est pas évident elle sera pas chère, elle sera jolie, et t'as raison. Il n'y a aucune raison que les gens l'achètent pas. La question, c'est quelles alternatives ils auront en face, quoi, tu vois. Et que la réalité, c'est que c'est pas aussi simple que, enfin, tu me diras, tout le monde me dit, ouais, c'est beaucoup plus compliqué, ça prend beaucoup plus de temps. Mais en réalité, on le sait aujourd'hui, pour créer un super beau software, vu la maturité de l'écosystème, il faut 4, 5, 6 ans pour arriver à créer quelque chose de très solide. Et il faut pas plus de temps finalement pour créer
une voiture en production. Hein, donc, Ouais. ça prend pas moins de temps de créer du software que de créer du hardware. Ça, c'est un En peu une réalité. petite distorsion de la réalité, peut-être, Thibaut. Mais c'est très bien. C'est ce qu'il faut. C'est ce T'as qu'il pas faut. l'impression que, mais t'as pas l'impression que pour créer en gros, aujourd'hui, si on avait les financements pour Kate, pour Small, on arriverait d'ici 3 ans à sortir une voiture, ok, une première voiture. Est-ce que c'est pas le temps minimum qu'il faut pour créer un logiciel qui soit, je dirais, compétitif avec les logiciels du marché aujourd'hui, dans n'importe quel secteur? Ouais, je sais pas. Moi, j'ai fait une montre. Et il m'a fallu 2 ans et demi pour produire une montre, mais vraiment de A à Z, c'est-à-dire on n'a pas réutilisé des pièces, on a vraiment tout fait jusqu'aux vis, tu vois. On a designé et usiné des vis. Il a fallu 2 ans et demi, quoi, entre Et Overloop, il t'a fallu combien de temps? Alors ça dépend. Overloop aujourd'hui ça a 9 ans, mais je vends Overloop depuis 9 ans. Tu vois, donc je pense que c'est le time to market qui est beaucoup plus long, et donc c'est forcément c'est plus compliqué de convaincre un investisseur de te donner de l'argent pour un truc qui peut-être fonctionnera dans 3 ans, comparé à du software où tu dis regarde, je suis déjà en train de le vendre, si tu me donnes de l'argent je vais l'améliorer et le vendre encore plus. Mais Ouais. je sais pas. En fait, je sais pas. Moi, je trouve que l'hardware reste quand même très difficile pour l'avoir testé là récemment. C'est dur, quoi. Il faut produire. Il faut jeter des choses qu'on a fabriquées parce qu'elles sont pas bonnes. Il faut gérer des problèmes d'approvisionnement, de stock. Ça a l'air plus dur. Mais par contre, ouais, peut-être que. Non, Ouais, mais je dis pas que alors c'est plus dur. Il y a beaucoup plus de compétences à avoir. D'ailleurs, pour créer une voiture, il faut une équipe d'ingénieurs, ne serait-ce que pour ça, bien plus étoffée qu'une équipe pour créer du software. Quoi, tu vois, aujourd'hui, t'as un développeur, un CTO, un designer, un gars product, et tu crées tous les softwares que tu veux. En tout cas, au départ, pour commencer à créer une bagnole from scratch, il va falloir des gens qui font. Il va falloir des ingénieurs dans différentes verticales. Il va falloir des acheteurs. Il va falloir vraiment une équipe de 10-15 personnes. Et ce qui fait d'ailleurs que c'est beaucoup plus ça demande beaucoup plus de capital au départ, parce que tu peux pas y aller, je dirais crescendo dans un logiciel. Tu peux y aller. T'as que ton CTO qui fait. Putain, non, une voiture, t'es obligé d'avoir une équipe de 15 personnes day one, quoi, tu vois. Et ça prend énormément de ressources. C'est beaucoup plus compliqué parce que le software n'est qu'une des 15 composantes qu'il faut avoir, auxquelles t'es confronté quand tu veux créer du hardware. Mais je trouve que sur les horizons temps, c'est à peu près les mêmes choses. Évidemment, un logiciel en 18 mois, tu commences à avoir des clients, mais pour pouvoir avoir un logiciel que tu peux honnêtement présenter et qui peut s'être acheté, je dirais, rationnellement par une entreprise, il faut au moins 3-4 ans. Contrairement à ce que. Non, c'est vrai. On voit tout le monde. Aujourd'hui, si tu veux créer un client mail, ok, Ouais. un logiciel mail, ou un outil de prise de notes, ou quoi que ce soit, ou un CRM, honnêtement, si tu veux avoir une chance de vendre à des entreprises qui seraient prêtes à payer quelques milliers d'euros par an pour ton software, ça prend 5 ans non compressibles. Et il y a un mythe qui dit qu'on peut arriver à faire ça en 6 mois, et c'est pas vrai. Ça prend du temps. Non, t'as raison. T'as raison. Je pense que la différence, c'est surtout, c'est moins risqué. On peut y aller de manière beaucoup plus progressive. On peut faire un MVP. On parlait d'MVP pour une Tesla. Ça reste quand même un MVP vachement bien avancé. Hein. C'est quand même un MVP qui transporte des êtres humains à 200 km/h. Donc, c'est pas comme dans le software où tu dis, bon, si ça plante, genre, je réalise une version en prod dans l'après-midi et c'est bon. Donc, c'est des MVP quand même très poussés. Et puis, il y a un risque énorme. Moi, je pense que Tesla est toujours une société extrêmement fragile, tu vois. Il suffirait d'un énorme problème de production, un rappel de toute la flotte. Ça peut vraiment mettre des entreprises par terre, ce qui est moins le cas dans le software. La raison pour laquelle on a été, on est en liquidation, la raison principale sur NoSmoke, pour lequel on a été en cessation de paiement, c'est justement un rappel sur 80 batteries. On est passé par un fournisseur qui nous a fourni 80 batteries. Il s'avère que ces batteries étaient défectueuses. On s'est retourné contre le fournisseur et on a gagné notre procès, sauf que lui est tombé du coup en liquidation, et donc du coup on a dû payer nous-mêmes et ça nous a mis à plat. Ouais. Donc effectivement, du jour au lendemain, un problème de rappel de véhicules dans le hardware et notamment dans les bagnoles peut être catastrophique. Ouais, tout à fait. Je pense que c'est la différence fondamentale avec le software. Après, je te rejoins, effectivement, crafter quelque chose de bien fait, de fini, ça prend du temps, quoi qu'on fasse, que ce soit du software ou du hardware. T'as raison.
T'as raison là-dessus. Bon, écoute, on est déjà à 2 heures là. J'ai l'impression de terminer tous mes podcasts que j'ai enregistrés jusque-là de la même manière en disant on est déjà à 2 heures. Donc, moi, je pourrais encore discuter pendant des heures avec toi. Tu le sais, hein, j'adore ça. Est-ce que tu veux, je vais te laisser le mot de la fin. Qu'est-ce que tu auras envie de dire à tous les gens qui écoutent? Alors, j'espère qu'ils seront nombreux. Mais qu'est-ce que tu auras envie de leur dire? Est-ce que tu as envie de leur envoyer un dernier message? Écoute, mais déjà je te remercie pour cette discussion qui était très très sympathique et j'espère effectivement que tu auras beaucoup de gens qui écouteront ton podcast. Le mot de la fin, écoute, moi j'encourage toujours les gens à entreprendre. On dit toujours qu'il y a trop d'entrepreneurs. Je trouve que c'est un énorme mythe hein, quand tu regardes encore dans des promotions d'école, hein, dans des sorties d'école, tu as toujours exactement le même nombre, c'est-à-dire 1 ou 2% des gens qui entreprennent. Il y a pas qu'un seul trajet. Mais si vous pensez que vous êtes un entrepreneur ou une entrepreneuse, n'attendez pas. Moi, je trouve qu'on apprend bien chemin faisant et on apprend. Il n'y a pas de plan pour devenir entrepreneur. Si vous sentez que c'est au fond de vous, allez-y, réfléchissez pas trop et vous apprendrez chemin faisant et on apprend bien les mains dans le cambouis. Donc n'hésitez pas. C'est hyper excitant. Moi, je regrette pour rien au monde. Tu parlais des trajectoires différentes qu'on aurait pu prendre. Honnêtement, c'est assez intense, mais je regrette pour rien au monde moi les choix que j'ai pris et j'espère que j'aurai l'occasion et la possibilité de développer encore plein de projets sur plein de sujets différents dans les prochaines années. Voilà. Ok. Et si les gens veulent entreprendre avec Thibaut Elzière d'une manière ou d'une autre, ils peuvent te contacter, où est-ce qu'ils peuvent te trouver? LinkedIn, Elzière@gmail.com. Elzière@gmail.com. C'est super facile. C'est facile. Facile. S'ils cherchent du financement, s'ils veulent rejoindre une boîte d'Exa, s'ils ont une idée pour faire des voitures. Une boîte avec nous chez Exa. Hein. Nous on cherche deux gros types de profils chez Exa, des fondateurs qui voudraient s'associer avec nous pour lancer des boîtes. Et ça, on en cherche tout le temps. On va en chercher 15, 30 l'année prochaine, hein, puisqu'on va lancer une quinzaine de projets, des profils business et des profils techniques. Et maintenant, on cherche aussi des associés, des gens qui ont entrepris pendant 5, 10, 15 ans et qui veulent entreprendre, mais différemment, en mode studio. Et pour nous rejoindre, pour créer dans les verticales ou dans les sujets qu'ils aiment, des boîtes sous le format studio. Voilà. Ok. Écoute, super, top. Merci beaucoup, merci pour ton temps et à bientôt. Merci à toi, Vincenzo. Bye bye. Salut. À tous. On stage, Vincenzo. Vous ne serez plus jamais solo. Vincenzo, l'amideo est en moderne. Zero bullshit.